Est-ce que les éditeurs, est-ce que les auteurs, est-ce que les futurs étudiants peuvent vivre de ça? Je parle même pas de faire de l'argent, je parle vivre décemment de ça, notamment à Paris, de ça, et c'est une très très bonne question. Moi, je serais partant pour dire non, déjà. Pour être tout à fait franc, je vais dire non. Vous êtes en train d'écouter une discussion du Le Cozy Lab, le format et le podcast où on discute avec le public et des invités incroyables sur une thématique donnée dans un cadre cosy et sympathique. Cette discussion ayant pour thème Manga français, est-ce que ça marche toujours, a été enregistrée à l'Académie BD Delcourt en mai 2026. Bonne écoute et abonnez-vous. Moi je suis Flavien, je suis créateur du Cozy Lab. C'est un espace comme on le voit très intime et très sympa où il y a des bonbons, des fraises, etc. Le but est de discuter avec des intervenants triés sur le volet sur une thématique donnée. Et la thématique c'est manga français, est-ce que ça marche vraiment? Comment ça va fonctionner? Je vais leur demander de se présenter et puis après je vais passer parmi vous avec l'autre micro pour que certains d'entre vous puissent se présenter pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie et qu'est-ce qui vous intéresse dans la discussion. Et à partir de ce moment-là, moi je vais leur poser une question très ouverte et on amorcera le dialogue avec vous. Votre boulot, c'est de lever la main et de poser des questions à ces personnes qui sont là ou de vous poser des questions entre vous. Il n'y a pas de questions bêtes. S'il y a des questions bêtes, c'est moi qui les pose. S'il y a des remarques débiles que vous allez faire, moi je ferai pire que vous. Et on peut jouer aussi à un deuxième jeu. Le but, c'est que je ne parle pas après ça, et donc moi je serai là juste pour faire le passe-micro entre vous et eux. Enfin eux ils ont le micro, mais surtout entre vous. Est-ce que ça vous va? Oui. Très bien, commençons les présentations. Enchanté, merci d'être venu me voir avec mes chers compatriotes au Cozy Lab. Je m'appelle Guillaume d'Horizon, je suis scénariste. Aujourd'hui, ça fait à peu près 20 ans que je fais ça. J'ai sorti mes premiers mangas au milieu des années 2000 quand j'étais aussi éditeur avant d'être auteur chez les Humanoïdes Associés. Donc des premiers mangas français, une époque reculée. Et je bossais après en BD, sur des commandes, sur des créas, en manga aussi. Donc j'ai fait les deux. J'ai à peu près tous les éditeurs du marché français, sauf Delcourt. Je sais pas pourquoi. J'aime bien Guy, hein, mais sinon, non, j'ai pas fait ton cam, mais bon. Bref, mais aujourd'hui, sous le pseudo Izu depuis quelques temps, je fais uniquement du manga pour Kodansha au Japon, ce qui permet d'en parler. Même si ça sort en France, je bosse pour le Japon. Je bosse plus pour la France. Parce que Delcourt a pas voulu de moi, donc ça sera un autre sujet. Voilà. Et t'as pas bossé pour Kurokawa aussi, bref. Oui, mais ils font pas de manga. Ils font pas de créa, donc c'est hors sujet. C'est très très dur de passer après Guillaume parce qu'on a le même métier mais on n'a pas le même CV. Du coup je m'appelle Cab, je suis scénariste. Oui c'est vrai, on n'a pas le même âge non plus. CV dans 20 ans. Je m'appelle Cab, je suis donc scénariste pour les éditions Kana entre autres, pour les séries Onera et Apollodore qui sortira l'an prochain. Et pour ma part je n'ai pas effectivement le même CV Guillaume, mais je crois que j'ai la même volonté de raconter des histoires que lui. Et c'est déjà pas mal. Moi c'est Loïc du coup, nom d'artiste Locas. J'ai sorti ma première série avec Maxime Truc, mon scénariste. La série s'appelle Odre, c'est sorti aux éditions Kana en octobre 2025. Le tome 2 sort le 10 juillet prochain à l'occasion de la Japan Expo. Et je suis encore moins âgé que vous deux. Je suis le plus jeune, je pense. Mais tu dessines mieux, je tiens à te le dire. Beaucoup mieux. Je prends le compliment. mais voilà, ça montre que voilà, on va pouvoir en discuter, mais à tout âge, on peut quand même rentrer dans ce métier-là. Scénariste ou dessinateur quand même. Donc voilà. Et moi je m'appelle Com, je suis éditeur de bande dessinée franco-belge chez Delcourt et j'ai notamment travaillé sur 2 séries de mangas français qui sont l'adaptation en manga et moi je considère que la question de manga français peut être complexe et que peut-être que le manga français c'est plutôt Les Légendaires et La Rose Écarlate que le manga papier en forme de manga, mais on va voir ce que vous en pensez. Et bam. Je vais venir vers vous pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Je vais pas tous vous interroger, je vais en prendre quelques-uns, ceux qui me regardent pas surtout. Bonjour, je m'appelle Cara et je suis élève ici à l'Académie Delcourt en 2e année. Et du coup, le but, c'est de devenir auteur de BD. Mais j'ai pas encore... je me spécialise pas scénario ou dessin complet. Mais je laisse très ouvert. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette discussion? Tout, découvrir
découvrir des nouvelles œuvres que je connaissais pas forcément, parce que j'étais plutôt franco-belge dans mes lectures de base. Et du coup, je m'ouvre au manga très récemment et découvrir des points de vue autant de production d'auteurs que de marché économique, enfin tout. Ok, c'est intéressant, très bien. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Hugo, actuellement en service civique et donc l'année prochaine je vais intégrer du coup l'Académie Delcourt. Et qu'est-ce qui m'intéresse dans cette discussion je suis un très grand amateur de manga, j'aime beaucoup ça, je suis plongé dedans dès le début. Et de plus en plus, la BD, donc en fait il y a un jumelage des deux qui est génial. Et puis dans les productions que je peux faire, dans raconter des histoires, tout ça, j'essaye de mixer un peu les deux. Donc je trouvais ça hyper intéressant d'avoir le point de vue du manga français justement avec ce thème. Et voilà. Et tu parlais de production, tu fais quoi comme type de production ? Du coup des histoires, donc je reprends certains codes du manga, mais je considère pas non plus que c'est du manga, je sais pas comment dire, ça se mélange, on va dire. C'est-à-dire que je reprends par exemple, je sais pas, le rythme de lecture, certains codes, mais pas tout. Du coup je considère que c'est un entre-deux. Okay. Moi c'est Margot, je suis étudiante en première année à l'Académie Delcourt. Quand j'étais au collège, j'étais une super grande fan de manga. Récemment, un peu moins. J'aime toujours ça, mais j'en lis moins qu'avant. Donc forcément, ça m'intéressait de venir écouter ce soir. Et puis, comme j'ai lu énormément de mangas au collège, j'imagine que ma création maintenant est forcément influencée, que je m'en rende compte ou non, parce que donc voilà, je trouvais que la discussion était forcément pertinente et intéressante. On a envie de faire du manga ou non, en fait. Merci. Bonsoir, je m'appelle Milo, je suis aussi étudiant à l'Académie Delcourt, je suis en première année. Pour gens liés à l'Académie Delcourt. Bizarrement, c'est vrai que j'ai pas précisé. C'est toi. C'est étrange. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était le titre, parce que le manga français, surtout pour le format, ça m'intéresse beaucoup. En fait, les codes du manga, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que franco-belge ou quoi que ce soit. Mais par contre, le format dans un papier moins cher, dans un format poche surtout, qui est pratique à lire, je trouve que c'est un truc que j'aimerais beaucoup voir plus exploité, pas que dans le manga en fait, sur tout type de BD. Notamment sur le franco-belge, parce que les BD très grands et tout, très belles, qui coûtent 35 €, alors c'est très sympa, mais c'est moins pratique à lire, et moi j'aime que ce soit pratique à lire. Le manga, c'est très bien pour ça. Voilà. Trop bien, merci. Donc à partir de maintenant, moi je vais poser une question, mais ce sera à vous de poser toutes les autres questions. Donc vous avez juste à lever la main, et puis moi j'arrive et je vous donne l'un des deux micros. Donc je vais commencer de la première question, qui est pour vous quatre. C'est déjà en fait pour les trois, mais ça va aussi aller sur Com parce que ça va rejoindre la question qui est là. C'est pourquoi avoir utilisé le format du manga pour raconter vos histoires ou les dessiner. Du coup après pour Com, toi sur les légendaires et tout, pourquoi du coup les retravailler en manga? Non, déjà avant même cette question, la question initiale qui nous a permis de nous réunir tous, c'est est-ce que le manga français ça marche vraiment? Moi j'aimerais qu'on s'attarde sur le vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire le vraiment dans cette question-là? Parce qu'aujourd'hui, il y a 10 ans, moi, quand j'étais lecteur, quand j'étais au collège, que j'essayais de grappiller un peu l'argent pour acheter mes Naruto, mes Dragon Ball, et petit à petit, en grandissant, en allant chercher des mangas un peu plus adultes, je m'imaginais pas que dans 10 ans, j'allais faire ce métier-là, que c'était possible de travailler dans ce format-là non plus. Que ça soit juste tout simplement accessible en fait. Donc avant même de parler de tout ça, je trouverais intéressant aussi qu'on puisse se dire à partir de quand on considère que ça marche vraiment. Est-ce que c'est quand dans les librairies il y en a de plus en plus? Est-ce que c'est quand l'éditeur se rembourse et que l'auteur commence à toucher les droits d'auteur? À partir de quand on considère que cet environnement-là est stable et qui marche réellement? Le but c'est qu'on va peut-être pas apporter de réponse ce soir non plus, mais que par contre en effet, moi je me pose la question tous les jours en tant qu'auteur et déjà avec ce point de vue-là il y a 10 ans, je pensais pas faire ça. Donc déjà, il y a quand même quelque part une notion de ça marche d'une certaine manière parce qu'on est là en fait réunis aujourd'hui pour cette question-là déjà.
Donc je lance encore des phrases, mais c'est à vous de rebondir aussi. Mais en fait, Ta question, elle est foutue à la première. C'est pas grave, c'est pas Je suis grave. assez d'accord. Très bien, Il faut très bien. commencer par la Bien oui. question qui est le thème que tu as lancé. Est-ce que le manga, ça marche vraiment? Est-ce que les éditeurs, est-ce que les auteurs, est-ce que les futurs étudiants peuvent vivre de ça? Je parle même pas de faire de l'argent. Je parle vivre décemment de ça, notamment à Paris. C'est pas, de ça, et c'est une très très bonne question. moi, je serais partant pour dire non, déjà. Pour être tout à fait franc, je vais dire non. Après, encore une fois, on se questionne sur les critères de est-ce que ce que veut dire ça marche, est-ce que veut dire ça marche vraiment. Mais si on prend un truc assez très factuel, le nombre de séries manga français qui ont existé et le nombre qui ont réussi à rester pérennes, la réponse est non. Mais non de très très loin. Hein. Donc si ça c'est le postulat de départ, la réponse est non. Mais le fait est que ça s'arrête pas là. Parce que les éditeurs continuent à le faire, les auteurs continuent à vouloir en faire, et finalement on est en train de multiplier les gens qui produisent, les gens qui font en fait de manière générale, et ce qui permet aussi de surcroît de multiplier du coup les réussites. Donc est-ce que ça marche vraiment? Non, mais ça veut pas dire que ça ne marchera pas. Et moi, du point de vue éditorial, d'abord une réponse plutôt cynique qui est que pourquoi, enfin avant de répondre à la question de si ça marche vraiment, c'est pourquoi un éditeur voudrait faire un manga français. C'est d'un point de vue très cynique, le manga représente une très grosse part du marché, pourquoi pas essayer d'aller ressembler à ce que les gens achètent en majorité pour essayer de le vendre. Malheureusement, comme vous l'avez dit, les lecteurs ne se laissent pas avoir. Ils voient bien ce que c'est qu'un manga japonais, ce qu'un manga français, et pour l'instant, a priori, effectivement, il n'y a pas quelque chose qui fait que on a envie de lire un manga français parce que c'est un manga français. On a envie de lire un manga français parce que il ressemble vraiment à ce que je m'attends d'un manga japonais, a priori. Je sais pas parce que là ça vaut pour, alors en l'occurrence pour Delcourt, mais nous pour le coup avec Loïc on est chez Kana qui eux sont des éditeurs de manga quoi qu'il arrive, et du coup la question de est-ce qu'on va faire un truc qui s'adapte à un format qui fonctionne, la question se pose pas chez Kana. Et le fait est que ça va à l'encontre même du propos de base parce qu'on coûte beaucoup plus cher que les licences japonaises et on rapporte beaucoup moins. Donc pour le coup, chez Kana, s'ils font du manga français, c'est parce qu'ils croient au manga français et absolument pas pour une question plus mercantile en fait. Guillaume, Il y avait une question. une question. Il y a aussi le fait qu'on a énormément de mangas japonais qui sont publiés en France et qui ne marchent pas. On a quelques titres qui vont exploser, mais en soi, il y en a plein qui se noient dans tout ça, quoi. C'est une excellente remarque et très très juste. Il faut voir le marché du manga dans son ensemble et pas juste le manga français. Si vous regardez les chiffres, derrière les belles ventes du manga, même qui ont un peu baissé, même beaucoup baissé depuis le Covid, c'est quand même quelques arbres qui cachent toute la forêt. Hein. Les quelques shonen, et il y a très peu de titres qui prennent tout le marché. Mais vraiment. Et même dans les mangas japonais, c'est exactement ce que tu dis. Même dans les mangas japonais, ça vend plus comme avant quand c'est pas une grosse licence du Jump, de Shueisha, de certains gros magazines japonais. Disons que c'est plus compliqué qu'avant. Alors, bien sûr, dire ah bah oui mais il y a One Piece, oui d'accord, ok. Oui mais il y a Naruto, le back catalogue, oui non mais d'accord, ok. On peut en citer d'autres, hein, des noms comme ça, ou les suites de, etc. La réalité du marché. Mais c'est vrai aussi en BD dans une certaine mesure, même si c'est un petit peu différent en BD, c'est que de toute façon, si vous n'êtes pas soit des auteurs déjà ultra connus. Alors en BD ça peut jouer, en manga ça va être beaucoup plus compliqué très vite, si vous êtes français, hein, faut être très honnête, mais en BD ça peut jouer. Donc si vous n'êtes pas un auteur déjà ultra connu, ou si vous ne bossez pas sur une licence déjà ultra connue, boum, les légendaires, mais on pourrait citer d'autres titres, ça va être compliqué. Ou si vous n'avez pas un co-signataire qui s'appelle genre Inoxtag, ou un nom comme ça par exemple, donc avec quelques millions d'abonnés, au hasard, pour une campagne de marketing très efficace par ailleurs. Non mais c'est vrai, mais c'est vrai en BD aussi. Si vous n'avez pas une licence connue ou un nom déjà connu, ou vous voyez, alors après vous allez tous me sortir, oui mais regarde, lui il a fini par marcher. Ah mais d'accord, il y a toujours un exemple d'un titre, et heureusement que ça existe, qui a pu percer parce que c'est un titre exceptionnel, et il y a toujours le contre-exemple. Mais de manière générale, voilà ce qu'est le marché. Donc si vous arrivez et que vous n'êtes aucun de tout ça, déjà en manga japonais c'est pas simple, déjà les éditeurs ont du mal à vendre, et même certains titres du Jump maintenant ils ont des mal à les vendre. Et shonen aussi, on peut rajouter ça. Non, mais bien sûr, alors, déjà il faut être manga. Oui, dans manga en plus il vaut mieux être shonen. Donc déjà vous mettez tous ces critères, déjà ça va être compliqué pour les amis japonais, mais pour le manga créa, parce qu'il faut bien, vous connaissez le système économique, comment ça marche, les avaloirs, les droits d'auteur, etc. Vous avez fait ça en cours. Donc il est évident que pour un éditeur, moi j'ai un éditeur qui m'avait dit non à une série quand je lui ai proposé en France, mais une fois que j'avais vendu au Japon et qu'il avait juste à faire l'achat de droit à l'éditeur japonais, qui ne revient pas du tout au même prix,
Ah bah là, il était très content. C'est pas lui qui a payé les auteurs. Ça revient beaucoup moins cher, évidemment, d'acheter des droits, même sur les très grosses séries, surtout quand il y a sur les très grosses séries. En plus, un dessin animé en support, on pourrait rajouter ça. Donc oui, ça devient compliqué. C'est d'ailleurs bien quand il y a certaines séries comme les vôtres chez Kana, je pense, qui se démarquent, quand on sait à quel point le marché est compliqué. Et ça, c'est une bonne chose. Mais ce que fait Kana, c'est un peu ça. Ou d'autres éditeurs, ils vont lancer beaucoup de séries en espérant qu'il y en ait peut-être 1 sur 10 qui marque la différence. Oui, l'idée, c'est de ratisser large. Voilà, dans la création, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est d'autant plus compliqué. C'est d'autant plus compliqué qu'un bouquin à rentabiliser de manga français, c'est beaucoup plus cher à dev, beaucoup plus compliqué à développer. Tu n'auras pas de dessin animé tout de suite. Tu l'auras peut-être à un moment, j'imagine. Je le souhaite, mais tu l'as pas tout de suite. Pas au moment où ça sort, en tout cas. Non. Et dans toute cette complexité, pourquoi un éditeur? La vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'il a raté l'éditeur français si ça marche pas parfois? Qu'est-ce que les auteurs ont raté? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche mieux? Mais on parlera après peut-être de marketing, de com et de transmédia, ce que vous faites aussi. Je pense qu'il y a quand même des pistes, tout n'est pas perdu, mais il faut comprendre pourquoi c'est difficile. C'est difficile en BD, et je pense que c'est encore plus difficile en manga. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un peu moins de compétition en manga, mais il y a moins d'offres. Je parle d'offres de la part des éditeurs. Il y a moins d'offres et je crois qu'il y a une moins de légitimité aussi vis-à-vis du lectorat. Oui. Je crois que le lectorat voit moins, tu vois, là où la BD, il y a un truc de, ok, c'est franco-belge et c'est une culture qui, avec des grosses guillemets, nous appartient. Le manga, c'est un truc de, comme tu le disais, bah c'est pas japonais, donc c'est pas vraiment du manga. Bah oui, non, peut-être. Alors, des anecdotes, mais à une époque, aujourd'hui c'est déjà mieux qu'avant, mais il y a 20 ans, on lançait les premiers mangas français, on avait vu des lecteurs sur les bouquins, ils ouvraient au début les premiers mangas français étaient faits en sens de lecture français. Ça a été chaud, c'est normal, on est français, on fait en sens de lecture français. Ça ne se vendait pas. Et les gens reposaient le bouquin parce que c'était pour eux pas le bon sens de lecture. Mais français, pourquoi t'aurais une raison de... Si on réfléchit vraiment au truc. Et un jour... Surtout qu'on lisait, nous, les bouquins en sens de lecture français. Et un jour, avec Chanel, on a fait un bouquin qui s'appelait Omega Complex. Et c'est là que j'ai pris un pseudo japonais. On l'a fait en sens de lecture japonais. On a envoyé toutes les versions françaises en scred, j'étais l'éditeur en plus, à la NC Team qui faisait les scantrades de Naruto, tu vois. Alors en disant, regardez, ça vient de sortir au Japon, c'est un truc de ouf. On vous l'a déjà traduit en français. Balancez-le le vendredi juste avant les scans de Naruto. On a fait ça. Les gens ils disaient, c'est trop bien parce que ça vient du Japon, normal. Enfin, bon bouquin manga chez les humanoïdes associés, parce que c'est japonais, ça cartonnait. Et on l'avait mis en sens de lecture japonais. Pour voir à quel point... il y a un sentiment, pareil, si vous êtes français, vous voulez faire un film de science-fiction, il y aura un sentiment, je vous dis demain, allez regarder la nouvelle série de Dark Fantasy française à la télévision. Il y aura un sentiment, non, c'est français, ils savent pas faire. Et ben dans le manga, c'est la même chose. Il y a une sorte de sentiment anti-français qui font des mangas. Alors que pour eux, les Japonais, du moment où vous faites en noir et blanc, dans le sens de lecture, eux, c'est bon, vous faites du manga, ils se posent même pas la question. Mais alors, pas du tout. Et même drôle, j'ai sorti un bouquin en Italie. Et en Italie, c'est pas du tout ça. En Italie, si le dessinateur est italien, ils sont trop fiers, ils sont trop contents, et le truc qui cartonne. C'est très français, malheureusement. Mais en fait, je trouve que même en prenant ton exemple, sans t'encenser outre mesure non plus, mais t'es quand même édité au Japon. Ce qui prouve aussi que les Japonais, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Des nationalités et tout. Ils partent du principe que si tu fais un bon produit, et qui se vend, hein, on va pas... Voilà. Si tu fais un bon produit qui peut se vendre, etc., machin, mais qui t'est, on s'en fout, en fait. Et en France, mais je crois pas que le problème, il vienne des éditeurs, là, pour le coup. Pour moi, il vient plus du lectorat, en fait. Clairement. Et ça, c'est peut-être, pour moi, le cœur du problème, il vient pas tant de la production, il vient plus de l'accompagnement après, du point de vue des lecteurs sur ce qu'on fait. Moi, je sais pas si on peut dire c'est la faute au lecteur si ça se vend pas, mais peut-être que oui, il devrait dépenser plus d'argent. Aidez-nous, s'il vous plaît. Mais par rapport à cette question, effectivement, du coup, on voit que le côté caméléon, c'est vraiment l'exemple que tu as montré, de faire croire que le manga est japonais alors qu'en fait il est français. Ça. Soit obligé d'en arriver. Ah oui, bien entendu. Et c'est là qu'il y a cette idée de finalement ils se laissent pas avoir ou des trucs comme ça qui font qu'ils vont pas l'acheter. Mais un autre fait qui est peut-être plus compliqué, et là je vous adresse la question parce que les quelques auteurs de manga avec qui j'ai travaillé ou je connais ont des façons de travailler pas toutes les mêmes et assez différentes. Mais la régularité du manga implique de produire 200 pages tous les 3 mois presque. Et en général, les auteurs français n'arrivent pas à tenir ce rythme, à part certains. Même les Japonais, personne fait 200 pages tous les 3 mois. Pas 75 assistants. Ah oui, ils ont 75 assistants aussi. Loïc, toi tu bosses comment?
Justement, j'allais te dire que là, je viens de finir mon tome 2 en ayant fait 212 pages en 2 mois. J'en sors un peu rincé, c'est-à-dire que j'ai pas d'assistant ni rien. J'ai la chance d'avoir un scénariste quand même qui vient faire les feedbacks. On fait un peu le ping-pong aussi avec l'éditeur derrière. Mais il est vrai que donc moi je travaille en atelier à l'atelier du Marquis d'Angoulême. On a une vingtaine d'auteurs et d'artistes, dont des mangaka qui ont des séries chez Ankama et chez d'autres maisons d'édition un peu plus indépendantes, dont chez le label aussi 619. Bref, on a tous une manière de travailler qui est complètement différente et qui demande aussi malgré tout une certaine forme de régularité. Nous on a toujours ce palier du un tome un an. Mais pas un tome un an pour l'exploit sportif en fait, parce que derrière il faut que financièrement, de par aussi ce que nous donne l'éditeur en avance, forfait, etc. À savoir pas grand chose, je préfère le dire maintenant. Pas grand chose, alors c'est toujours possible de négocier, il y a des auteurs qui arrivent quand même à vivre correctement. Correctement, ça veut dire que ça peut être mieux, encore toujours. Moi par exemple je vis correctement parce que j'ai un rythme de travail qui me permet de finir mes tomes et d'avoir encore de l'argent qui rentre derrière des mensualités, avec derrière les aides en France que l'on peut avoir, bref. Mais il est vrai que moi j'ai ce sentiment de régularité que je ressens quand je suis en stand, sur les stands en dédicace. La plupart des gens qui viennent, qui achètent le livre, qui viennent discuter, qui sont super sympas et qui nous disent à quand la suite, parce qu'en fait je l'ai lu dans la file là et j'ai envie de lire la suite en fait. Donc en plus de ça, la malchance c'est que nous on a un manga qui se lit super vite, qui est très visuel, très graphique, mais on leur dit dans 5 mois, 6 mois, et nous on est content parce qu'on a réussi à faire ça. Mais il y en a d'autres pour qui des fois c'est 2 ans, c'est long, on a le temps d'avoir un peu oublié ce qui se passait avant. Et puis il y a aussi, je trouve, et ça je pense qu'on va devoir en parler aussi à un moment donné, c'est aussi l'idée de la prépublication au Japon. En France, on a une très très longue histoire avec les magazines de prépublication, mais hors manga aussi. On parlait des humanoïdes et tout aussi également avant, dans les années 80, 90. Après, on pourrait parler de Glénat aussi avec Cho et autres, mais on a déjà eu tous ces ancêtres de prépublication qui ont fini par ne pas marcher, qui ont fini par faire des chutes libres, mais totales, parce que quelque part aussi, je pense que la société a un peu changé, et du moins, que ce soit le lectorat, que ce soit toutes ces personnes qui consomment veulent consommer vite et bien. Et il faut savoir aussi que au-delà de consommer vite et bien, le système de consommation en France et le système de consommation au Japon n'est absolument pas le même. Pour vous donner un ordre d'idée, ça peut être marrant à faire. Vous pensez que en France, la lecture, je parle légal bien sûr, la lecture en ligne, c'est combien en pourcentage? Combien vous pensez qu'il y a de lecteurs en pourcentage qui lisent en ligne? À peu près. Peut-être 80%. 80% pour la lecture en ligne, ok. Moi j'avoue, j'aurais plus dit peut-être 5-10%, vraiment pas beaucoup. 5-10%, je donne la réponse. Je dirais peut-être 50 parce qu'on a quand même une culture du livre en France qui est importante. 2. La réponse c'est 2. Il y a 2% de lecture en ligne en France. Au Japon maintenant, quelqu'un a une idée? Je la donne tout de suite, 50. Voilà. Le mode de consommation en France et au Japon, il est très différent. Ce qui fait que la prépublication, de toute façon, permet une consommation, comme tu le disais Loïc, rapide et efficace. Ce qui permet aussi de faire du chapitrage par semaine avec 15 assistants derrière, etc. etc. Donc c'est beaucoup plus dur d'oublier une série au Japon. Il y a beaucoup moins aussi d'achats de tankobon ou de formats publiés en fait. Et là où en France, nous, on vend beaucoup plus de mangas papier. Donc nous, on a une culture du livre, on a une culture du papier qui est très différente au Japon. Ils consomment en numérique, dans les transports, un peu partout. Donc ça sert à rien d'essayer de copier un modèle qui, de toute façon, ne peut pas marcher en France. Parce que la production ne le permet pas, l'argent ne le permet pas, parce qu'il faut le dire aussi. 15 assistants, il faut les payer. Et même en une culture de travail. Parce qu'on dit, ouais, au Japon, ils arrivent à sortir les trucs en 2 mois. Eux, au Japon, ils font tous des burn-out aussi. Et ils sont tous en dépression. T'as envie d'être en dépression, Loïc? Non. Pour l'instant, ça va. Voilà, donc ça ne sert à rien d'essayer de singer un système. Le truc, c'est essayer de comprendre comment on peut faire marcher le manga en arrêtant d'essayer de faire comme les Japonais.
Moi, je vais quand même revenir au format, etc. Mais parce que si vous avez voulu créer dans ce format-là, c'est qu'il y a un intérêt. Et après, je veux aussi venir sur le côté économique. Est-ce que c'est moins cher ou c'est plus cher tu l'as dit, mais en donnant des chiffres. Plus cher pour l'auteur, pour l'éditeur. Pour l'éditeur de créer un manga, parce que pour l'auteur, voilà. Mais ça dépend à quelle époque. Mais aujourd'hui, t'es éditeur déjà. Vous parliez de format, mais pendant longtemps, c'était le 46 pages cartonné couleur qui était le roi en France. Je pense que c'est moins vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vont beaucoup chercher justement des livres qui vont faire 100, 150 pages, mais qui vont pouvoir vendre 25, 30 balles parce qu'ils vont être cartonnés. Donc, on va dire que l'élasticité, coût de revient et coût de production et ce que ça rapporte est beaucoup plus avantageux. En fait, c'est beaucoup plus avantageux de faire ça. Donc, il y a aussi, même dans la BD, des grands mouvements qui font que ça change dans la BD. Aujourd'hui, que ce soit pour l'auteur, pour l'éditeur, et je pense pour tout le monde, c'est plus intéressant de faire ça, parce que si tu mets 20 000 € d'avaloir sur la table, mais que le bouquin tu le vends 35 balles, c'est mieux que si tu mets 20 000 € d'avaloir sur la table pour un bouquin qui va prendre à peu près le même temps, mais qui à l'auteur va lui prendre 3 fois plus de pages. Alors oui, c'est pas des pages en couleur, elles sont plus petites, mais ça prend du temps quand même. Il y a 200 pages. Et qui va être vendu 7 €. C'est mathématique. Et là où l'éditeur, malgré tout, si c'est lancé de la même manière, c'est-à-dire c'est lancé, j'appelle tout sans saler. Souvent les éditeurs, et je parle de manière très large, lancent des pavés dans la mare. Et l'auteur, nous on sait ce que c'est. C'est-à-dire, il signe ton bouquin, ça passe souvent comme ça en France. Il parle au début, blablabla. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça et que c'est comme ça chez vous, je vous dis juste, fil de plusieurs expériences. Il signe le bouquin, c'est cool, tu vas toucher ton argent, puis tu vas revoir l'éditeur peut-être le jour de la sortie du bouquin. Ça c'est la France. Il y a des cas des éditeurs exceptionnels. Je ne parle pas de tout le monde, je parle des moins bons, je vais dire. Et, chez Delcourt, c'est pas comme ça. Et en fait, il va lancer votre bouquin. Et vous savez quoi, le jour où ça sort, votre bouquin, qui peu importe le sujet, son dessin, peu importe le travail que vous avez produit, en fait, il est globalement, là, dans la plupart des cas, déjà condamné. Vous savez, c'est comme les films au cinéma à 14h au One où il n'y a que 2 personnes dans la salle. Pourquoi ? Parce que notamment le budget de com, de market, etc. Si vous ne faites rien, je parle dans le sens si vous ne faites rien, en fait il va être calculé, moi j'appelle ça c'est le serpent qui se mord la queue, il va être calculé sur le niveau de diffusion, on va dire de vente aux libraires prévisionnel de vos bouquins, genre 10%. Sauf qu'en fait, les libraires, ce qu'ils vont commander comme bouquin, ça dépend de ce qu'ils ont entendu parler avant du bouquin, et donc de la com qu'a fait avant. C'est pour ça que si l'éditeur calcule tout en fonction de ce qui... Vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue, et c'est une prophétie autoréalisatrice. Et après, l'éditeur va dire, non, mais j'ai pas pu te mettre beaucoup de marketing, regarde les ventes. Ouais. Et il y a très peu d'éditeurs, mais il y en a qui vont prendre le risque de faire plus, c'est-à-dire de dépenser plus que potentiellement semble être le potentiel du livre pour les vendre. Donc déjà... Ça, c'est parfois plus important même que quel que soit votre format ou ce que vous choisissez, dans le modèle économique de ce qui va revenir cher, ça coûte vraiment. C'est pas juste la valeur que tu donnes à l'auteur, c'est à quel point ton éditeur va s'engager et à quel point il y a une vision pour vendre ton bouquin qui va être au-delà de j'ai envoyé en plus un communiqué de presse ou des SP à 3 influenceurs. Ça peut aider selon les sujets, mais c'est pas que ça. Et je pense que ce que vous avez même tous fait pour le manga, donc les auteurs reviennent à être eux-mêmes communicants, agents de presse. Souvent, j'ai fait mes propres soirées de lancement pour certains titres, où je paye moi-même. Ça va être comme ça. Ça va être comme ça parce que c'est la guerre qui est comme ça. Et ce qu'il faut donc regarder dans le coût de revient, voilà, c'est pas juste le prix des auteurs. Mais maintenant, l'éditeur, est-ce qu'il va mettre une fortune dans tout ce qu'il y a à côté pour un bouquin qui, je sais même pas pourquoi il est signe, au bout d'un moment, qui est presque sûr de ne pas rentabiliser. Mais je pense que c'est vrai chez tous les éditeurs et en BD, qu'est-ce qu'ils font ? Et j'ai été éditeur, donc c'est pas contre un éditeur particulier que je dis ça, c'est qu'ils vont signer, il y a une question d'économie d'échelle. Ils sont obligés de faire tourner la machine parce qu'il y a l'histoire des retours, Hachette qui va donner de l'argent quand vous envoyez les bouquins avant de recevoir les retours. Donc il faut que la machine elle tourne. Il faut que la machine elle tourne. Et l'idée, c'est que vous signez, et sur 10, il y en a un qui va rapporter. Mais il faut que vous en signiez 10 pour qu'il y en ait un qui rapporte. Alors vous pourriez dire, mais pourquoi juste en signe pas que 2 où t'es sûr qu'il rapporte ? Si tout le monde savait les 2 qui allaient rapporter tout de suite, tout le monde signerait que les 2. On est tout à fait d'accord avec ça. Mais je pense que c'est pas si simple que ça. Et donc, quand on disait au début, c'est les lecteurs, c'est juste que dans le manga, il y a en plus un a priori avant même le titre sur le fait qu'on soit français en faisant du manga, qu'il n'y a logiquement pas sur la BD franco-belge. Bon, mais c'est pas la faute des lecteurs, c'est un a priori qui est dans toutes les cultures françaises, c'est vrai vis-à-vis du cinéma, c'est vrai vis-à-vis de la musique. Les Français qui faisaient du rap dans les années 80, c'était exactement pareil, c'était exactement le même genre d'a priori. Mais ça passe avec le temps, et la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même mieux, je trouve, aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais pour tout le reste,
c'est pas gagné parce que c'est pas qu'une histoire de ce qu'on donne en à valoir un auteur. Si l'éditeur il vous dit voilà, je te donne ça et c'est que ça et vous pensez que tout va marcher parce qu'il vous a payé, vous verrez jamais les droits, ou alors il faut trimer pour faire un bouquin tous les 5 mois pour que les avaloirs ils tombent. Mais en fait, le vrai gain d'un auteur, c'est pas la valeur en théorie, même pour l'éditeur. C'est le pourcentage de droits. C'est parce que Ça c'est censé devrait marcher. C'est ce qui devrait. D'ailleurs, l'auteur qui serait très confiant dans son bouquin, il dirait non, tu vas me donner 13% de droits au lieu de 8, par exemple, et baisse les avaloirs, c'est pas grave, parce que j'ai confiance dans mon bouquin. Bon courage de faire ça. Faites pas ça. Oui, mais le fait, mais t'as raison, mais le fait qu'on soit à dire ne faites pas ça, parce que oui, il vaut mieux pas faire ça, sinon ton année tu vas trimer. C'est qu'il y a quand même, un souci, et je pense que la question que tu posais était la bonne, et je m'arrêterai là-dessus. De toute façon, il y a globalement trop de titres, il y a globalement trop de production, pour diverses raisons. On n'a pas le temps d'en parler tout ça, mais la question c'est, on est très peu à faire du manga de création. Comment être sûr, autant pour l'éditeur que pour les auteurs, qu'on peut les pousser à que ça se vende mieux, sans qu'on soit juste obligé de devenir influenceur à des millions d'abonnés avant. Ça pourrait aider. Mais moi, j'ai vu des éditeurs, depuis malheureusement, qu'on demandait à des auteurs, en leur disant, ton bouquin c'est bien, mais t'as combien de gens qui te suivent sur Instagram? Si t'en arrives là, c'est parce que l'éditeur, il pense que c'est ton nombre de followers sur Insta qui va faire le succès du bouquin parce que ça va faire sa com. Mais c'est pas forcément de la faute de l'éditeur, mais on en est parfois arrivé là. Je vais juste rajouter une petite remarque. C'est vrai qu'il y a énormément de production et il y a aussi le temps de vie d'un bouquin en librairie qui va justement énormément jouer. Qui est en train de mourir, hein, parce que pour le coup, en ayant fait, Loïc, je pense que tu as eu les mêmes échos, mais en ayant fait une tournée dédicace là en début d'année, tous les libraires disent qu'il y a de plus en plus de titres, on a de moins en moins de temps pour les mettre en valeur, et le manga français, pardon. Ouais, si t'as pas un effet waouh ou un truc qui fait que t'es condamné, mais excusez, c'est le pavé dans la main. Et l'effet waouh. Day one, t'es foutu des one. Et l'effet waouh, c'est à toi de le trouver, parce que l'éditeur il peut avoir quelques idées, mais si les idées elles coûtent cher, c'est les idées. Et d'autre part, en fait, moi je vois pour le coup, je vais prendre mon exemple parce que c'est le seul que je connais bien. Quand on a sorti Onera, moi j'avais 1000 idées à faire, 1000 idées qui coûtaient de l'argent. On a sélectionné avec l'éditeur les idées qui coûtaient pas d'argent. Et le fait est que si Onera a eu un écho dès sa sortie, etc., machin, c'est parce que on avait fait un site, on avait fait un bestiaire, j'avais fait un roman, on avait fait une série audio qui avait coûté 3 fois rien, mais avec Adeline Chetaille qui avait prêté sa voix et c'était incroyable pour moi et tout. Et en fait, tout ça, ça a fait qu'il y a eu un effet boule de neige qui a marché derrière. Mais ça, c'est pas mon taf en fait. Et ça le devient. Oui, mais en fait, c'est bien pour la condition. Je suis pas payé. Le bouquin soit bien, sinon il marcherait pas. Mais c'est une condition nécessaire, mais pas du tout suffisante. Ouais. Et ça devrait pas être à moi de le faire. Mais quelque part, on peut pas demander à l'éditeur de le faire non plus, puisque lui, il va dire. Mais si. Techniquement, oui. Mais il le fera pas. C'est bien le problème, c'est que pour l'éditeur, il faut une raison de le faire. Et il faut pas blâmer l'éditeur lui-même. L'éditeur fait partie d'une grosse machine. Il y a des gens dans la machine qui peuvent stopper l'éditeur avant même que lui soit d'accord ou non. Et l'éditeur, il a beaucoup de séries sur le dos. En fait, je pense que chez la plupart des éditeurs, ce qui se passe, et je blâme pas du tout l'éditeur, et on a un éditeur en commun, on veut le point de vue de l'éditeur là. C'est que l'éditeur, il a 50 000 séries sur le dos, d'accord, en France, par rapport même au nombre de séries qu'a un éditeur japonais, j'en parlerai après, les séries. Donc, il a plein de séries, et notamment, par exemple, chez Kana, souvent, l'éditeur, il va s'occuper de plein de séries japonaises qui prennent beaucoup de temps, et en plus on lui rajoute sur le dos des séries françaises. S'il commence à s'occuper de 3 séries et à faire que ça pour faire exactement ce que tu dis, toutes les séries japonaises qui sont celles qui font tourner la machine, c'est elles qui vont en pâtir. Vous voyez, donc c'est pas évident. Donc il faut pas le blâmer dans le sens où, quand je dis l'éditeur, c'est au sens large du terme, c'est pas l'éditeur qui vous suit, qui est la dernière roue du carrosse dans cette structure avec l'auteur. Et c'est pas lui non plus qui décide des budgets marketing. Et même celui qui va diriger souvent, on va dire tout pour le manga, chez certains gros éditeurs qui appartiennent à des plus grosses structures, en vrai, il décide, c'est ce que je disais sur les 10% tout à l'heure, il peut pas dire demain je vais faire une bande-annonce en dessin animé, je vais réserver l'Olympia pour la sortie de ton film. Il peut pas le dire. Le seul qui peut le dire, c'est par exemple chez Kiyun, Ahmed, parce que c'est sa boîte. Et quand il a envie de faire un coup sur un bouquin japonais ou français, parce qu'il y croit, il peut dire, même s'il sait au fond que ça ne va pas rentrer dans... Voilà, mais il sait que pour une question d'image de marque, de tas de choses, il peut choisir de mettre l'argent. Mais parce que c'est boss. Faudrait échanger chez Delcourt, que ce soit qui Delcourt, il kiffe un des mangas que vous faites, et ils disent, non, ça j'y crois, et j'y vais. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour toutes les strates en dessous du market à la com, d'aller prendre du temps, et le temps c'est de l'argent ou de l'argent, sur un projet parmi 50 milliards. Pourquoi pour vous, pour un autre? Et je finis là-dessus, on revient à ce que tu disais, aujourd'hui l'auteur, c'est peut-être un grand enseignant, mais qui est vraiment BD comme un manga, ne peut plus se contenter, qu'il soit dessinateur ou scénariste, de juste être auteur. Il doit être
très bon en com, spécialiste en marketing, si possible avoir de l'influencing quelque part des réseaux. Il doit aussi s'y connaître en droit minimum, mais ChatGPT peut aider aujourd'hui. Et non mais c'est vrai, hein, pour lire les contrats, etc. Mais il doit être conscient que quand il va avoir un éditeur, c'est limite s'il arrive avec un business plan pour la sortie de son bouquin où il va dire ça c'est mon livre, mais sinon en com voilà la strat, en marketing voilà la strat, effectivement ça va rien vous coûter, j'ai pensé à tout, et là ils vous suivront, et si le bouquin est bon, bah ça marchera. Vous avez dit tout ce qui est vrai sur les éditions, mais après c'est très large parce que ce que vous dites c'est vrai aussi bien pour le manga que pour l'édition franco-belge en général. Donc le problème c'est que ça nous permet pas forcément de déterminer pourquoi le manga marcherait pas, parce que ou le manga français je veux dire ne marcherait pas ou marcherait, ce seraient les mêmes raisons pour lesquelles la BD en général marche pas forcément si c'est pas un grand nom, si c'est pas Riyad Satouf, etc. Pour les mêmes à peu près les mêmes causes créant les mêmes effets. Et du coup moi je me posais cette question, vu qu'on est toujours sur cette question du format du manga, vous l'avez dit pas mal de fois, un peu en fait faut faire un peu de notre propre truc, et peut-être qu'effectivement ce format souple que une des personnes du public a l'air d'apprécier, ce format souple avec une jaquette, etc., que tu mets dans la poche, est-ce qu'il est approprié pour des auteurs français qui sont un peu plus du livre? Apparemment on aime beaucoup plus le livre papier que lire en numérique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réflexion à faire sur le format du livre manga français qui, à mon avis, évoluerait plutôt sur une sorte d'hybridité entre du franco-belge avec une influence manga, etc., ce qu'on retrouve beaucoup dans pas mal de maisons d'édition, notamment la collection Combo chez Dargaud, je ne sais pas si vous connaissez, où vous avez à la fois des formats manga qui ressemblent à des mangas, mais aussi des formats plutôt romans graphiques, mais avec un dessin un peu manga, etc., et beaucoup de BD young adultes qui vont rentrer dans cette veine-là. Je réitère, Les Légendaires, La Rose Écarlate, etc. Avant, il y a sur ça, mais pourquoi avoir fait Les Légendaires et La Rose Écarlate en manga? La Rose Écarlate n'a pas été fait en manga. Non, mais les Légendaires en manga, c'était donc les Légendaires, vous connaissez à peu près toutes et tous, je suppose. C'est quand même un auteur qui était extrêmement influencé par le manga, qui avait une esthétique manga, une narration manga, etc. Donc il y avait aussi une logique, un sens vraiment, une cohérence logique que ça devienne un jour un manga, puisqu'en fait c'était basé sur toute une logique de manga depuis le départ, mais avec un franco-belge. Après, la série principale marche mieux que le manga adapté de la série principale. Et à cela, en plus de Combo, on pourrait... Tout à l'heure j'ai parlé du label 119. Je trouve inévitable qu'on parle pas de Shin Zero ou même de Jeunes en fait qui sont sortis dernièrement, puisqu'on est sur normalement des livres grand format cartonnés avec le dos quand même qui est toilé aussi, donc on passe de livres à pour Mathieu Bablé un temps ils étaient à 19€ parce qu'il y a une rentabilité qui va se faire quoi qu'il arrive, le nom vend et puis voilà. Mais malgré tout, petit à petit, les coûts montent et on arrive sur des livres à 25€, voire plus. Et il n'empêche, les plus gros chiffres de vente du label, c'est du coup le dernier Bablé et c'est aussi Shin Zero. Donc on a en fait une proposition à laquelle les gens répondent favorablement, c'est-à-dire un format type déjà manga, on n'est pas sur le pocket, on est quand même sur un format hybride déjà qui est comme celui de Odre un peu, mais un format qui est seinen par exemple chez Kana, le format Monster, le format Inu Asano aussi, ce qu'ils appellent Big Kana. Et en fait on est déjà, je trouve, sur une digestion de comment on peut attirer, comment on peut faire venir les gens, même au niveau tarifaire. C'est des livres qui sont à 13€, donc pour moi aujourd'hui je commence à me dire que le 6€, 7€, c'était le chiffre qui permettait de m'attirer moi enfant, et que les parents prenaient le livre quand on allait faire les courses ou autre, qu'importe. Le 13€, on commence déjà à être sur une hybridation et une réflexion artistique aussi on est en France, on a le franco-belge, on est à la croisée de tellement de cultures qu'à un moment donné il faut les digérer, il faut les ressortir, et pour revenir à ce qu'on disait sur il faut sortir un peu des sentiers japonais quand même, mais on le fait là, genre depuis 2022 ça existe maintenant, on est en train de faire ce format là, on est sur Yun de Camille Broutin qui marche bien, qui a eu un succès mais critique mais incroyable quoi, et c'est trop bien parce que Yun c'est trop bien déjà, mais parce que l'objet est bien, parce qu'on est sur du 13€ aussi, et donc c'est abordable encore une fois, et parce que ça fait japonais dans le dessin. Ouais, ça fait japonais dans le dessin, mais il y a quand même, encore une fois, ce truc de on voit l'objet, et moi j'ai toujours ce sentiment de il commence à avoir les frontières qui se brouillent un peu. Je sens que c'est un peu français, je sens que c'est un peu japonais, mais le japonais on dirait que c'est une inspiration, une influence,
mais à côté de ça, il y a quand même une réponse franco-belge, américano, des fois aussi afro, quoi. Enfin, il y a vraiment... je sais pas si on se rend compte de la chance qu'on a depuis l'après-Covid, de tout ce qui sort, quoi. Enfin, vraiment, à tel point que on revient sur ce que disait Guillaume, enfin, on regarde en librairie. Moi, je sais même plus ce que je dois acheter, là. Enfin, c'est-à-dire, j'ai une pile à lire qui est énorme, et du coup, c'est trop bien, et à la fois, je pense que c'est ce qui va tuer la bête aussi, peut-être un jour, sur le long terme, c'est que, à force de trop avoir de choses, même nous, on a envie de soutenir des artistes venus de partout, mais en fait, on peut pas donner la même lumière à tout le monde, on peut pas... Enfin, on n'est qu'une seule personne, quoi. Et il faudrait qu'il y ait tout un réseau, tout un médium, tout un secteur d'activité qui prenne conscience de ça. Pareil en salon, les gens, ils ont des bouquins dans les mains. Par moment, ils savent même plus ce qu'ils ont acheté. Vraiment, j'ai eu des discussions, à tel point que je rebondis aussi encore à ce qu'on a dit plus tôt, quand j'étais à Bruxelles. Il y a des gens qui sont venus nous voir en dédicace et qui nous ont dit: vous êtes français? Locas et Maxime Truc, ça fait pas japonais, enfin je sais pas, mais il n'empêche, il y a quand même ce truc de ils regardent l'objet, et il y a quand même cette idée que ok, alors pour nous je parle, mais même pour Onera et même Kraken, enfin que il y a quand même il y a quand même quelque chose où maintenant c'est brouillé, et on est dans un temps encore de digestion, je trouve, et on va en arriver sur plusieurs années encore, quoi. Quid de Last Man, du coup? On n'en parle pas. C'est quoi la question sur Last Man? Qu'est-ce qu'il représente la semaine en termes de format, de ce qui... Puisqu'on parle aussi de Shin Zero, qui est d'ailleurs l'un des trucs que je pensais quand je parlais de ce format manga adapté franco-belge, même s'il y a aussi les codes qui reviennent en Shin Zero. C'est hyper intéressant parce que du coup la semaine, donc on parle quand même de 3 artistes qui ont une énorme influence du manga japonais, mais à cela est sorti dans un format hybride. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Ils l'ont sorti en format pocket, 7€. Plutôt qu'un format à 13,50€. Et donc en fait je trouve que ça répond de lui-même. C'est que quelque part le format hybride est le format imaginé par les auteurs, et c'est ce qu'ils disaient en interview, c'est imaginé comme ça, on veut faire comme ça, fin. Par contre le pocket, quand on écoute un peu le point de vue de ces dernières années, il y a la tendance à vouloir attirer un autre public aussi, mais juste parce que c'est économique. Encore une fois, on n'a pas tous les mêmes, les mêmes porte-monnaies, on n'a pas tous les mêmes revenus, et que, à la fin, quand on a les 12 tomes de la semaine à 6€ plutôt qu'à 13,50, dans la balance, ça pèse, quoi, clairement. Donc, pour moi, la semaine fait partie des premiers mangas hybrides français, quoi. Enfin, à partir du moment qu'il y a une influence et une recherche dans le découpage, enfin, c'est juste dans le découpage, ça se lit comme ça, comme tel. Mais on a un sens de lecture, différent déjà. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que il y a un problème qui est pris à l'envers, parce que on parle de production, etc. On parle pas d'envie de faire, ce qui était ta question à la base. Et en fait, moi, on peut y revenir du coup. Oui, parce que moi, que vous me disiez le format hybride, j'en ai rien à foutre. Enfin, le fait est que j'ai envie de raconter des histoires, et raconter des histoires, ça prend du temps. Moi, j'aime bien les formats longs. J'aime bien avoir beaucoup de choses à dire, et malheureusement, vous parlez de format hybride, mais les formats hybrides ont moins de pages. J'ai pas envie d'être limité dans ce que je fais, et en France, signer 4 tomes de manga, c'est plus simple que de signer 4 tomes de BD, pour des raisons sûrement économiques, etc. Mais le fait est que 4 fois 200 pages, c'est hyper intéressant si moi j'ai envie de raconter des trucs, quoi. Et c'est plus simple pour un éditeur à signer ça que de signer et d'amortir si jamais ça marche pas, que de signer 4 tomes de BD qui, eux, vont coûter beaucoup plus d'argent, vont être beaucoup plus durs à vendre qu'un manga qui, malheureusement, pourrait finir dans les limbes de quoi que ce soit. Donc, en fait, pour moi, l'idée, c'est pas de réfléchir au format en lui-même et son coût de production, son rythme de production, comment il va être reçu, etc. C'est de réfléchir à ce qu'on a envie de raconter et comment on a envie de le raconter. Je trouve ça trop cool, le manga, parce que dans une BD, quand un personnage il va mettre un coup de poing, très généralement, je vais grossir le trait exprès, il va mettre le coup, et sur la case d'après, l'autre a pris le coup, etc. Dans un manga, si je veux faire 20 pages pour ce coup de poing, je peux. Personne ne va rien me dire. Personne ne va rien faire, et voire même les gens vont trouver ça cool. Et moi, si j'ai envie de faire ça, je veux pas avoir à limiter en me disant j'ai pas assez de pages pour le faire. Si. Avec un manga, j'ai assez de pages pour le faire. Donc pour moi, c'est plus une question de. Mais là, je parle en tant que scénariste en plus.
Moi, c'est plus parce que j'ai envie de raconter des histoires qui s'étalent dans le temps, que le format manga en 200 pages pocket, bah, c'est typiquement ce dont j'ai besoin. Et je pense que... Attends, est-ce que tu peux mettre le micro dans l'autre sens? Est-ce que tu le tournes à chaque fois? Ouais. Voilà. J'espère que vous avez... Je redis tout. Ça, c'est juste que là, en parlant, tu le tournais. Salut, je m'appelle Cab. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est si jamais vous avez envie de vous lancer, etc., ce qui est le plus important pour vous, c'est de réfléchir à ce que vous avez envie de raconter, quel est le médium dans lequel vous voulez le raconter le mieux. Et quand je dis médium, je spécie manga ou BD, parce qu'on pourrait dire ouais, c'est la bande dessinée les deux. Oui, mais l'un n'est pas le même que l'autre. C'est comme si on disait du cinéma et dire bah, une série ou un film. Moi, c'est un peu la même chose. On parle un peu d'avoir envie de raconter des choses et je voulais savoir sur la thématique des histoires en fait, parce que là on voit plutôt des mangas pour les jeunes garçons avec des aventures. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la place pour d'autres thématiques d'histoire dans le manga français? Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de mangas, par exemple Josei dans le passé, et là on voit moins. On parle souvent que le shoujo vend un peu moins que le shonen aussi, donc je voulais juste savoir votre avis sur ça. C'est vrai qu'il y a le manga, même il y a le manga qui se vend en France, le manga japonais qui se vend en France n'est pas le même manga japonais qui se vend au Japon. Enfin, les gros titres, oui, mais le marché est très différent. Et je vais rebondir sur ce que tu dis, Zé, ce qui me permettra de répondre à ta question. C'est très vrai qu'il y a un moment. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de marketing, de com, de produits, à combien vendre le bouquin, etc., etc. C'est toujours des sujets intéressants, mais si on revient aux auteurs, et vous êtes des auteurs, c'est qu'est-ce qu'on veut faire à la base, on a envie de le faire. La première fois, je suis vieux, la première fois qu'avec des auteurs, des potes, on a présenté un dossier, c'était en 97, 97 chez Glénat. 1897. Et ils nous regardaient, ils nous disaient, mais vous faites quoi là? Bah, tu veux faire du manga, on veut le faire en noir et blanc, comme les amis japonais, parce qu'on kiffait quoi. Et on voulait raconter une histoire sur le temps long, et d'ailleurs c'était de la fantasy, et c'est exactement ça. Et ils nous regardent et ils nous disaient, mais bah non, vous êtes français, pourquoi vous voulez faire du manga? Et puis si vous voulez bosser avec nous, bah faites des BD. Je prends votre histoire, mais en couleur et en 46 pages. Je fais, bah non, mais c'est pas du manga, c'est vrai. Et même si on avait une vision déformée, je pense, à l'époque de ce qu'était le manga. Mais il y avait cette notion de, mais pourquoi ce format? C'est comme si on disait aujourd'hui, pourquoi tu veux faire une série télé? Fais un long métrage. Bah non, en fait, c'est pas ça que j'ai envie de raconter et pas de la même manière. Donc je pense qu'il faut pas lâcher sur ce qu'on a envie de faire et comment on a envie de le raconter. Mais c'est vrai que si on n'a vraiment pas envie de lâcher et donc même pas aller vers le hybride qui va se vendre à 15 balles, etc., et qu'on veut vraiment notre format de poche pour vraiment faire notre noir et blanc et notre manga comme on veut le faire, ça va pas être si simple que ça. Il y en a, ils sont cool, hein, mais pas tous cool. Mais je comprends pourquoi, encore une fois, si tu prends le point de vue de l'éditeur, vaut mieux vendre ton bouquin 15 balles. Mais vraiment en fait, et même si parce que tu paieras le même prix d'avaloir, mais tu vas le vendre 15 €, il va te coûter peut-être 3 € imprimé au lieu d'1 € si tu le vendais 7 balles, mais entre 7 € et 15 €, tu gagnes largement sur la vente. Donc c'est tout à fait logique du point de vue éditeur, mais du point de vue marché, pourquoi est-ce que c'est compliqué? Parce qu'en plus, c'est pas juste je veux faire mon manga en noir et blanc en petit format, c'est je veux faire mon manga en noir et blanc en petit format, mais sur le sujet que je veux pour le public que je veux. Et là, ça se complique. Parce qu'en France, et ça a un peu switché, c'est-à-dire que c'était comme ça à l'époque, et au début des années 2010, ça s'était vraiment diversifié sur le CNN, sur des tas de choses. Les éditeurs, même comme je citais Kion tout à l'heure, mais Delcourt aussi, arrivaient à vendre des titres ultra variés. Il y a une époque où Dominique Verret, il vend des coqs de combat, il vendait Mon Vieux chez Delcourt, extraordinaire ce manga. Il vendait, et ça se vendait quand même un minimum, c'est vrai. Et le paradoxe, ce qui est vrai dans toute culture qui grossit trop, comme le cinéma, les animés, les jeux vidéo, c'est qu'à un moment, il y a beaucoup plus d'offres, mais tout se concentre sur la même chose. Les titres, parce que du coup, les gens se perdent et vont tous aller sur ce qui fait le buzz, ce qui est connu, ce qui est un dessin animé, ce qui est un jeu vidéo, etc., etc. C'était déjà vrai à l'époque, c'est pas nouveau que le shonen cannibalise tout. C'est pas nouveau, mais c'est encore plus vrai maintenant qu'avant. C'est encore plus vrai. Du coup, comme ça cannibalise tout, et comme les rares exemples de mangas français qui vendent vraiment bien, genre Dreamland, Silence, Radiante, Silente, et qui est pas encore exactement dans ces niveaux de vente, mais c'est l'idée. C'est des shonen, et le rapport il est vite fait, c'est que le lectorat du manga en France, alors vous allez te dire non mais je connais des gens et moi je suis vieux, je lis du manga. Non mais de manière majoritaire, reste malgré tout sur un plutôt jeune ado, qui lisent, et on comprend tout, on lisait la même chose à leur âge, mais pas que, mais peu importe, mais ils lisent un certain type de manga, et c'est encore plus vrai parce que l'animé, l'effet d'entraînement, les influenceurs qui vont parler que de ces mêmes mangas parce que c'est ce qui leur fait faire des vues, donc ils vont pas prendre le risque de parler d'autres choses. Et c'est un cycle.
Donc quand tu es dans ces titres, c'est cool. Mais quand tu n'y es pas, qu'est-ce qui se passe quand tu vas voir l'éditeur? À part Kana, du coup. Mais quand tu vas leur dire je veux un CNN, il va te dire bah non, tu sais, nous, on peut faire du CNN parce que le CNN ça marche pas en France. C'est vrai que ça marche déjà moins bien. Et vous me dites pas Berserk, je sais que Berserk ça marche, mais il n'y a pas que Berserk qui est quand même en France. Et surtout, c'est vrai qu'en plus en créa, il serait tenté de dire il n'y a que le shonen qui a toujours marché. Mais c'est faux, d'ailleurs vous avez prouvé le contraire. Bah je suis pas forcément d'accord. Parce que je ne saurais pas te citer un seul shoujo ou seinen qui a re-signé. Alors, qui a re-signé en création. Ouais. Non mais il a raison. C'est-à-dire que... Attends, vas-y, j'ai pas compris, ça veut dire quoi qui a re-signé bah, je veux dire, après avoir fait un bouquin qui... Après, en général, quand on signe une série, on signe 3 ou 4 tomes. Ah oui, bah Jenny, avec Pink Diary, Princesse Sarah et Brie en ce moment, par exemple. C'est du shoujo. Combien de tomes, Jenny Pink Diary, je sais plus, mais c'est... Pink Diary, c'est une autre époque. Ah oui. Du coup, ça date de... Ça fait une bonne dizaine d'années. Ouais. Là, aujourd'hui, elle sort Brie et elle revient en manga après 10 ans. Ouais, parce que là... À l'heure actuelle, seinen et shoujo, je ne connais aucune série qui a pérennisé. Aucune. Non, nouvelle série. Ouais. Nouvelle série. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on cite toujours Draymond de Radiant, mais ça date. Ouais. Si on parle de nouvelles séries qui pérennisent, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est toujours l'histoire de la prophétie qui va s'autoréaliser. En voulant, les éditeurs ont créé un manga à faire absolument que du shonen. Le problème, c'est qu'heureusement, on a eu ces exemples historiques. Ce sont des auteurs extraordinaires et qui ont fait une œuvre, je pense, très bien. Mais en dehors de ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous faites un nouveau shonen, vous n'avez pas votre dessin animé, vous êtes en concurrence avec 50 000 shonen japonais et bizarrement, ils le font vachement mieux, la plupart du temps, pas tout le temps. Et là, ce que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, je pense que maintenant, mais c'est compliqué pour un éditeur de franchir le pas parce que les ventes de manga et de shonen disent le contraire, mais il vaut mieux aller vers quelque chose de différent, il vaut mieux aller prendre un risque, parce que quitte à se planter avec un shonen, autant essayer de prendre des risques en faisant autre chose et en se démarquant, parce que, et même les Japonais le disent, les Japonais qui signent des étrangers, je pourrais en parler après, ils veulent pas signer des étrangers pour faire du shonen chez eux. Ils veulent signer des étrangers pour faire ce que les Japonais ne font plus en manga, parce qu'ils ne veulent plus le faire, parce que ça les intéresse plus, ou parce que les auteurs ne savent pas le faire. Ils veulent quelque chose de différent. Et peut-être, tu parlais bien, etc., peut-être que le public veut quelque chose de différent, mais il faut aussi que les éditeurs arrêtent de penser qu'il n'y a que les ados qui lisent du manga. Il y a aussi des trentenaires, des coderas, et tout le monde va lire un jour, c'est important de le noter, qui vont vouloir lire autre chose. Je peux citer l'exemple de Alice, qui est un dessinateur du Troisième Testament, du Château des Étoiles, etc. Il vient de sortir Le Chant du Cygne Noir. C'est qu'on parle quand même d'un auteur qui est un des auteurs qui vendait le plus en BD franco-belge, mais qui a toujours été très influé par le manga. Il était le SCP d'ailleurs, je crois, juste à côté. Et un jour, il a dit non, mais en fait, ce que je kiffe chez le manga, je vais faire un manga, même s'il pourrait faire une BD et gagner plein d'argent avec. Hein. Il prend, lui, le risque de faire un manga à un rythme effréné, attention. Et il le sort parce que c'est le format qu'il a envie de faire, mais il fait quelque chose de différent. Il fait pas un shonen, entre guillemets. Il fait quelque chose de différent. Et l'éditeur le suit. C'est très important de le noter. Ils ont vraiment joué le jeu. Oui, parce que c'est lui. Parce que c'est lui. Parce que je dis tout à l'heure, il faut quand même avoir un nom. C'est mieux quand t'as un nom. Mais ce que je veux dire par là, ça revient à ce que vous disiez, et ce que vous faites aussi tous les deux des choses différentes, je pense. C'est bien de se battre sur le terrain du shonen, mais je pense que ça vieillit comme concept et qu'il faut se battre sur autre chose parce que, à moins que vous soyez le nouveau Toriyama et que vous arriviez tout de suite avec le dessin animé, on gagnera pas sur le terrain du shonen. Ou alors vous avez une obstacle pour supporter votre shonen. Mais en dehors de ces cas, c'est une fausse voie et où beaucoup d'éditeurs se sont fourvoyés dans le manga. Qui c'est pas un shonen. Non mais c'est du gag manga. T'as l'auteur, tu triches, t'as l'influenceur. Non, je parle hors triche. Demain, Squeezie veut faire un shonen façon Dragon Ball, va faire ton. Oui, tu vas gagner plein d'argent, va faire le. Bien sûr, va faire ça. Bien sûr. Même si ça marche pas toujours. Hein. Il y avait le cas, c'est de. Chez Glénat. Mais Maître Gims. Oui, Maître Gims. Maître Gims, c'est JD Morvan. Ouais, mais c'est pour d'autres. C'est plus complexe. Mais ce que je veux dire, c'est un influenceur connecté à la sphère manga est intéressé pour faire du manga. Il faudra mieux faire du shonen parce que la sphère manga qui s'intéresse à son propos est plutôt shonen. Après, c'était nul aussi. Hein. On parle pas d'une question de valeur et de qualité de l'œuvre. Mais c'était nul. Mais je pense que oui, aujourd'hui, est-ce que vous savez ce que vous dites d'ailleurs sur le format, en France en tout cas. Pour le Japon, ça serait une autre discussion, mais si vous voulez bosser en France et dans le manga, il vaut mieux essayer de marquer la différence. Ça ne veut pas dire que ça sera plus facile, etc. Mais je pense que du côté auteur, il vaut mieux faire ça. Maintenant, la question c'est est-ce que tous les éditeurs sont prêts à entendre ce discours ? Et ça, c'est une autre histoire.
Je voulais rebondir sur ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de shonen et je pense qu'on a habitué les gens à lire ce type de contenu et du coup c'est très dur de les extirper de ça. Et une autre chose, c'est qu'il y a aussi beaucoup de clichés sur les genres et tout, notamment le shoujo. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie de lire du shoujo parce qu'ils ont vraiment une idée précise de ce que c'est, donc je pense que ça joue. Et la troisième chose, c'est la problématique des influenceurs, des personnes connues qui prennent, on va dire, la place. C'est quelque chose qu'on voit notamment aussi dans les romans. Ouais. Alors, dans le cinéma, dans le jeu vidéo, dans tout. Hein. Alors là, mais oui, t'as 100%. Il y a comme je veux dire un truc. Ah oui, il y avait Nana chez Delcourt. Heureusement, il y a quoi? Il y a Nana chez Delcourt, effectivement. Et justement, sur les catégorisations des genres shoujo, shonen, etc., vous parlez beaucoup de vous, les auteurs français, il faut que vous arrêtiez de faire du shonen, etc. Et moi, c'est vraiment cette question que je me pose où nous, vous, les Français, les catégorisations qu'on a, shonen, shoujo, c'est ce qu'on a importé, ce qu'on a compris. Je sais qu'apparemment, justement, shoujo, l'image qu'on a, c'est des romances, etc. Les magazines shoujo, initialement, tu pouvais avoir de l'horreur et des trucs comme ça au Japon. C'était pas du tout les BD à l'eau de rose. Et du coup, nous, on se bloque aussi potentiellement en tant qu'auteur et sans doute très certainement en tant qu'éditeur. Moi, je sais qu'on a publié des mangas français en mettant le label shoujo ou le label shonen dessus parce qu'en fait, on a le même label que sur les mangas japonais, mais ça n'a pas forcément de sens vu que c'est des histoires qui ne sont pas pensées pour des magazines de prépublication avec un public visé très précis qui est la dénomination de ces genres. Shoujo, shonen, etc. C'est le nom du public, il me semble, si je me trompe pas. Et tout ça pour dire, voilà, je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Non, mais ici, il y a pas besoin. Voilà, et c'est ça, c'est justement se dire. Il n'y a plus besoin. Enfin, moi, j'inciterais potentiellement les auteurs français jeunes qui veulent ressembler à du manga, mais après, moi, c'est aussi ma paroisse, c'est plutôt sortir du format manga et du caméléonage du manga, de pas se poser la question de faire un shonen, un shoujo, etc. C'est de faire une histoire qui leur plaise, qui leur semble intéressante. Oui, là, oui. C'est et pareil, en tant qu'éditeur. C'est le marché qui veut voir son bouquin, tu peux faire le bouquin que tu veux. S'il est pas bien positionné chez le libraire parce qu'il sait pas où le mettre, parce qu'il comprend pas le truc hybride, on veut tous faire de l'hybride, hein. On a tous voulu chercher la troisième voie du manga de création, on rêve tous de ça, les auteurs et les éditeurs, je tiens à le dire. Le problème, c'est que si ton diffuseur, et vous savez comment ça se passe, il comprend pas ce qu'il vend au libraire, si le libraire il comprend pas ce qu'il achète, et s'il sait pas où le mettre, waouh. Et d'ailleurs, je suis même persuadé d'un truc, que dans le cas, tu vois, du champ des signes d'Alex Alice, ils vont le mettre en BD. Je suis sûr qu'ils vont pas le mettre. Chez beaucoup, ils vont pas le mettre en manga. Il est en BD. Ou alors parfois t'as l'effet inverse. Regarde, il y avait eu le gros carton chez Kana d'ailleurs, le Goldorak évidemment de Kana, gros carton, qui était quand même une BD. C'est une BD. Et ils le sortent chez Kana manga et vendu catégorie. Ils le sortent chez Kana manga, mais c'est au rayon BD chez le libraire. Ouais. Mais c'est au rayon BD chez le libraire. Ouais, mais ils vont dire ouais, mais attends, c'est Kana Classics. Non mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a un moment où on peut faire ce qu'on veut. On est malheureusement, et je dis pas ça dans le sens c'est bien. On est esclave aussi du marché dans lequel on est, et même si oui, il faudrait sortir du carcan shonen, seinen, etc., quand vous allez voir votre éditeur, vous allez vous faire un peu reclasser là-dedans, malheureusement. Mais oui, il faudrait en sortir, il faudrait communiquer autrement. Regarde, en BD, ils se posent pas la question, ils sortent une BD, il n'y a pas marqué dessus jeune, vieux, fille, garçon. Et c'est vrai, t'achètes une BD, il n'y a pas marqué jeune garçon brûlant, shonen neketsu, tu vois, il n'y a pas marqué. Non mais si tu réfléchis bien, c'est hérité d'un système économique japonais toujours en vigueur, mais ça n'a effectivement aucun sens en France. Sauf que quand ils vendent les bouquins, regarde, ils disent toujours, tu vends le bouquin, le nouveau bouquin star du Shonen Jump, et tu le vends sur le critère, le nouveau bouquin star du Shonen. Mais en vrai, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? C'est comme une fois, il y avait Resident Evil 3D qui était sorti, et au moment où il sort, il y avait marqué, c'était pas par le réal avec les acteurs, il y avait marqué par la caméra 3D qui a tourné Avatar. C'est véridique, hein, je l'avais trouvé en photo, c'était sur l'affiche. Mais c'est exactement ça, au bout d'un moment, je suis désolé. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que malheureusement, on est obligé d'avoir une réflexion à 360 et qui ne s'arrête pas à ce qu'on veut ou ce qui serait idéal dans un monde de bisounours sur le papier, dans un cercle de réflexion de gens qui s'intéressent au sujet. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, puisque tu es là, Loïc. Quand Odre est sorti, la com de Kana autour de Odre, c'était le premier seinen Kana. Ce qui est faux. Et moi, je suis arrivé en disant, mais attendez, je suis pour moi. Moi, je n'ai pas fait un seinen. Et on dit, bah techniquement, Dark Kana, c'est du shonen up.
T'as pas passé le grade. Tu vois, il y a quand même un truc de peu importe la volonté, parce que moi dans ma tête, je m'étais, on a fait un truc pour adultes. En plus, il est estampillé pour adultes, pour public averti, etc. Machin. Il est vendu comme tel. Les libraires ont même, il y a la petite pastille derrière, etc. Et là, on dit. Non, techniquement, t'es un shonen parce que le label d'Arcana, ce n'est pas du seinen, sinon tu serais chez Big. Donc, tu vois, il y a un truc de peu importe ce que moi j'aurais envie de faire. De toute façon, pour le vendre et pour le faire, il faut que l'éditeur le mette quelque part pour que donc tu peux fuir la labellisation et malheureusement, en tout cas en manga, ça fait partie de ce qu'attend le lectorat et le libraire, et surtout le libraire. Mais en contre-exemple, du coup, mais c'est justement parce que la collection a été créée organiquement dans un public visé qui était les jeunes adultes. Yon, c'est collection combo. C'est pas shonen, c'est pas shoujo, c'est pas seinen, c'est combo. Comme Last Man, ça reste malheureusement l'exception, et la très belle exception par ailleurs, qui confirme beaucoup de règles. Mais si l'éditeur pouvait faire plus de bouquins comme ça, vendus comme ça, et que ça se vende, génial. Bah ouais, et moi en tout cas, dans le monde des idées idéales, ce que j'aimerais, c'est que les auteurs de manga français et les éditeurs de manga français fassent en sorte que les livres ne cherchent pas à être un caméléon de manga japonais, justement, à se distinguer, à comprendre ce qu'ils sont et à se présenter au public et à cibler le bon public de leur lecture, qui n'est pas forcément en fait le lecteur de manga basique, je lis un shonen donc je vais acheter un shonen, c'est je vais lire ça parce que le dessin me plaît, j'aime bien les mangas et ça ressemble à du manga, et pour telle ou telle autre raison j'ai envie de le lire, mais pas parce que j'achète du manga au maître et je vais acheter ce manga en plus. En fait le truc c'est il y a un paradoxe autour du manga français qui dure depuis des années, et je pensais qu'en 2026 on aurait un peu dépassé ce truc là, mais on sait pas si on a envie d'être du manga français ou si on a envie d'être du manga. Il est un peu là le problème, c'est que on aimerait se dire, on peut viser un public qui aime le manga français, où on viserait spécifiquement ces gens-là, et on en croise plein en convention, etc., qui soutiennent massivement le manga français en disant, moi quand un titre sort, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, qui sont conscients de justement de cette industrie de pour pérenniser, faut vendre, etc., machin, et qui du coup veulent soutenir. Mais à contrario, si je veux toucher un plus large public, ce qu'il faut faire, c'est être dans le grand bain à côté de Naruto, etc., et donc être ouvert aussi au fait d'avoir une concurrence qui est, je vais pas dire déloyale, mais qui est beaucoup plus impressionnante que ce qu'on fera, parce que en admettant que je sois un aussi bon scénariste que un auteur de dark fantasy japonais, en admettant que ma dessinatrice, si elle l'est pour moi à mes yeux, elle est aussi forte qu'un dessinateur japonais, il y a le rythme. Donc même si j'étais mis en concurrence avec une œuvre très similaire à la mienne qui est japonaise, dans tous les cas je me ferai enterrer à la fin. Donc le paradoxe de savoir où on veut être. Et est-ce qu'on doit avoir une étagère dans les librairies qui soit le manga français? Est-ce qu'elle va être boudée ou est-ce qu'elle va être plus appréciée? Et ça, en fait, c'est des questions auxquelles on n'a pas encore les réponses. Et je crois que les gens se posent pas trop la question. Je fais un shout-out sur Johan, qui est un pote à nous, qui est donc édité chez Kana, qui fait une série qui s'appelle Silence, qui lui a fait un truc que je trouve hyper intelligent. Il a fait un shonen qui est archétypé, mais d'une très bonne manière. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est pas vraiment posé cette question, mais il a inclus à l'intérieur de son manga un lore très français, avec des bêtes de notre bestiaire à nous, très francophone, etc. Machin. Et en fait, ça lui a permis de toucher les deux lectorats, parce qu'il a un dessin qui est très influencé par la BD, mais qui obéit à mort au code japonais sur plein de trucs, notamment sur son découpage hyper efficace. Et en plus de ça, dans son scénario, il arrive à toucher les deux publics. Ça, pour moi, tu parlais d'hybridation, de caméléon. Pour moi, ça là, c'est pile poil le bon endroit. Et c'est ce qu'avait fait Tony Valente avec Radiant, où on se dit, putain, mais ça fait quand même très japonais. Ouais, mais si on regarde bien, ces codes de fantasy, c'est des codes hyper occidentaux en fait. Et ça, je pense, le curseur a été très bien visé à un moment. Maintenant, ça reste du shonen. Il faudrait trouver ça pour tout et essayer d'à chaque fois apporter sa patte quelque part, quoi. Une question. Oui, du coup, vous dites beaucoup faire du manga à la française ou du manga, mais en Japon, le manga, en fait, ça veut juste dire BD. Donc, en soi, c'est vrai que c'est pour récupérer les codes et pour récupérer le style de dessin ou le style d'histoire, mais je vois pas la différence en fait qu'il y aurait réellement. En fait, je crois, mes amis auteurs pourront me stopper, et même mon ami éditeur, je crois que c'est plus une question de format pocket 200 pages. Je crois que c'est juste ça en fait, le fait de faire un manga. Après, je pense que le lectorat est attaché à un style graphique
un poil particulier, on va dire les grands yeux, les nez pointus, etc., etc. Et que je pense que nous, lecteurs, en plus, qui avons été bercés par le manga, toi et moi, c'est beaucoup Loïc, Naruto, enfin tout le Bichu, etc. Guillaume, toi, c'est en noir et blanc, je pense. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on veut tous obéir à des codes. Un, parce que on nous a dit, ok, ben, le manga, c'est un format pocket 200 pages, et qu'en plus, on a envie de faire des trucs qu'on aurait aimé lire. Oui, du coup, c'était un peu pour rebondir sur la question. Pour vous, qu'est-ce qui fait que ce que vous faites, c'est du manga? Est-ce que ça reste... J'ai cru comprendre que le découpage y jouait beaucoup, donc différent de la BD franco-belge. Est-ce que c'est juste à partir du moment où c'est en noir et blanc et en poche, ça peut être du format? Alors que je pense que tu prends une BD franco-belge que tu mets en pocket, ce qui a déjà été fait, ça ne devient pas forcément du manga pour autant. Donc pour vous, qu'est-ce qui fait que c'est le code important ou les codes? Ouais. Non, moi je suis pas français, je suis brésilien, je suis né dans une colonie japonaise au Brésil. Donc là j'ai connu le manga très tôt et en fait j'ai eu beaucoup de difficultés à l'académie au début parce que je connaissais pas le franco-belge. Et pour moi c'était pas vraiment une question de format, c'était surtout le langage, le rythme, l'expression. J'ai eu beaucoup de difficultés à... Je me sentais pas très flexible au début, exactement parce que je savais pas comment me communiquer dans les codes du franco-belge. Et bon, c'est ça, c'est juste pour comprendre la discussion sur ce qu'est le manga et comment est-ce qu'on fait les choses. Mais attends, parce que du coup, j'aimerais bien savoir ce que toi, tu considères, du coup, qu'est-ce qui fait que tu as eu du mal avec la BD et qu'est-ce que tu appréciais dans le manga? Parce que peut-être qu'on aurait une piste aussi pour savoir, via un lecteur qui a connu un peu l'inverse de nous. La composition des planches, on attendait de moi beaucoup plus de cases, par exemple. Il y a beaucoup plus de close-up dans le manga. Parfois, il y a beaucoup plus de silence. Comme vous avez dit, on peut faire 3 planches de silence sans avoir de problèmes. Et moi, je me sentais un peu trop pressé à raconter beaucoup plus de choses dans une planche unique. Et j'étais pas habitué à ça. Donc, au début, c'était très difficile. Ça m'a pris 1 année entière pour apprendre à parler plus vite et à concentrer beaucoup plus de contenu, beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de virages dans l'histoire, dans une planche unique. Et bon, mais ça, c'était mon expérience en fait. Premier degré, je crois que c'est ce que j'aurais répondu sur pourquoi je fais du manga. Pour pouvoir faire du contemplatif, pour pouvoir faire des expressions, pour pouvoir faire plus de close-up, pour pas être pressé de raconter des trucs, etc. T'as répondu pour moi. Il y a un bouquin de Scott McCloud, je pense, qui s'appelle L'Art invisible. C'est chez Delcourt. Je pense que la différence, c'est que on raconte pas une histoire de la même manière, mais c'est vraiment au niveau du temps, de la décomposition et de tas de choses. Donc déjà, il y a des côtés très techniques. C'est évidemment pas juste le format, c'est évidemment pas juste le noir et blanc. C'est évidemment pas que ça, parce que techniquement, tu peux faire une BD franco-belge de 200 pages en noir et blanc en petit format et ça sera pas un manga, et tu peux faire le même format, toujours 200 pages en noir et blanc avec un artiste de manga et ça sera du manga. Mais par contre, ce qui est amusant, c'est que pendant 15 ans, j'avais fait que du manga avec des éditeurs français et je pensais au fil des années avoir une bonne idée de ce que c'est de faire du manga, d'écrire du manga et de le faire. Et puis après, on a débarqué au Japon. Et là, on a compris qu'on ne savait rien, en fait, et qu'on n'avait rien compris à ce que c'était réellement de faire du manga. Ce n'est même pas juste le dessin, ce n'est même pas juste le storyboard, c'est même pas ça. Et c'est même pas que l'histoire que tu racontes, et c'est même pas juste le fait d'avoir de la place. Ce qui change tout, et ce qui fait, et d'ailleurs, c'est très amusant parce que c'est même un autre éditeur français, Grégoire Hello de Kurokawa, qui me disait, avant même que j'aille au Japon, il me disait, mais tu sais, même quand on fait du manga en France, on fera jamais du manga vraiment. Du manga japonais, on fera du manga. Il disait pas on fait pas du manga, mais on fera pas du manga japonais, parce que c'est pas une question de nationalité, c'est une question de manière de travailler et d'écrire. Et cette question de manière de travailler et d'écrire, elle est liée à une structure éditoriale. Et tu peux faire ce que tu veux en France, tu peux être le meilleur éditeur. Ça veut pas dire que ton bouquin sera pas bien, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais tu peux être le meilleur scénariste, dessinateur du monde en France qui fait du manga. Tu feras peut-être un bouquin extraordinaire, mais ça sera pas
un manga à la japonaise. Ça veut dire qu'il sera pas bien, hein, on s'entend bien. C'est comme si tu fais un film de SF avec les moyens à Paris, ce sera pas la même chose que Hollywood. Mais c'est pas grave. Tout simplement parce que déjà le métier d'éditeur en France et le métier d'éditeur de Tanto que tu as au Japon n'a aucun rapport de près ou de loin. Et le fait qu'on n'ait pas d'équivalent en France, et je dis pas ça contre les éditeurs français, ce n'est juste pas le même métier. Mais d'ailleurs ce que font les éditeurs français, les éditeurs japonais, c'est incapable de le faire. C'est juste un autre métier. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est un autre métier. Et même l'éditeur qui travaille avec des auteurs de franco-belge, ce n'est pas le même métier. Il fait des choses que ne ferait pas le japonais, vice versa. C'est juste pas le même métier parce que c'est pas dans la même structure, c'est pas dans le même marché. Mais le fait est que tu n'es pas de Tanto en France à la japonaise, fait que de toute façon, tu peux faire ce que tu veux, tu ne feras pas un manga à la japonaise. Et si tu es un japonais en France qui fait un manga mais que tu n'as pas le Tanto japonais, tu sais quoi? Tu feras pas un manga à la japonaise. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas la nationalité qui va déterminer le sens du bouquin, c'est au-delà de tout le talent et de l'histoire que tu peux mettre, c'est la structure dans laquelle tu fais ce bouquin. Donc déjà, il y a la question du Tanto qui est hyper importante. Ensuite, vous l'avez cité, il y a la question du magazine de prépublication. Ça change tout. Je vais donner un exemple de scénariste. Si tu es en France, tu vas peut-être penser ton bouquin en arc, de 3 tomes. Je pense à un arc. Après, comme c'est en France, et c'est vrai en franco-belge, et c'est vrai en manga, et c'est vrai en comics en France, tu penses vraiment en album. Parce qu'en France, tu penses en album. L'album est roi. Tu vas penser à la fin de ton album, et tu vas te demander comment en 3 actes tu vas aller par là. Tu vas penser à ta scène d'ouverture. Et d'ailleurs, même si tu fais du manga, tu sais que la personne va lire le manga en entier d'un coup. Va lire tes 8 chapitres en entier. Et donc, ton premier chapitre, tu dis, bam, flashback. Je m'en fous, il lira le chapitre de derrière, il verra bien que c'était un flashback ou un flash forward. Peu importe. Et il y a un moment, tu veux partir sur un autre perso pendant un chapitre. On est en manga, on a la place. On peut. Mais vous savez quoi? Les Japonais, ça, ils n'ont pas le droit. Ils peuvent pas. Dans la plupart des cas, sur les premiers titres. On s'entend bien dans les premiers chapitres. Parce qu'en fait, en Japon, tu penses pas du tout l'album. Mais non, l'album, c'est juste un recueil de tes chapitres du magazine. C'est pas un album. C'est un recueil. Et donc, tu penses en chapitres. Tu penses en 30, 40 pages. Tu penses à la fin de ce qui se passe au bout de 40 pages. Et tu peux pas penser en album. Parce que ça se trouve, t'as pensé à ton album au début, mais quand tu seras arrivé au 7e chapitre, vu comment la série évolue dans le magazine, vu certains retours de ton éditeur de tas de trucs, tu vas partir dans complètement autre chose. Donc ça sert même plus à rien d'écrire les 8 chapitres d'un coup. Sachant qu'ils vont refaire, quand ça sort en album, ils vont refaire des planches. Ouais, il y a des planches qui peuvent être refaites. Mais c'est un recueil. Tu regardes comment sont coupés les albums, les cliffhangers, les twists, c'est à la fin du chapitre. C'est pas à la fin de l'album. Et t'arrives à un point où donc t'écris totalement différemment. Il y a même des fois où t'arrives parce que je donne un exemple. Tu peux pas partir tout de suite sur d'autres persos ou un flashback. Parce que dans les premiers chapitres dans ton magazine où il y a 500 autres pages d'autres séries, si tu veux que le mois suivant, le lecteur qui essaye de tout suivre, il soit pas perdu avec ta série, mais tu peux pas penser comme ça. Tu dois penser au lecteur qui va suivre. Donc t'en viens à te demander comment tu vas le raccrocher le mois suivant, ne pas le perdre, et ton scénar évolue, et la façon dont t'écris, et la façon dont tu penses ton histoire, et la façon dont tu la dessines évolue complètement à cause de la structure éditoriale et du format. Il y a même le dessinateur à un moment qui va dire non mais là les 20 prochaines pages fais un huis clos sans figurant parce que sinon j'arriverai pas à boucler pour le mois prochain. Tu vois, et donc ton scénar change en fonction de trucs auxquels t'aurais mais jamais pensé si t'as 1 an pour faire ton album ou même 6 mois pour faire ton album en termes d'unitaire. Tu peux plus penser pareil. Et là il y a des fois où on arrive où on écrit un chapitre et à la fin du chapitre on se dit ah ce cliffhanger il est trop fort, faut qu'on finisse là-dessus, on va casser la baraque dans le magazine. On le fait. Et comment on rebondit là-dessus derrière? Vraiment aucune idée. Et 10 jours après la sortie du mag, on fait mais comment on revient là-dessus? Genre on a tué machin, mais juste parce que ça faisait bien, parce que les gens vont en parler dans le mag, mais tu sais vraiment pas où tu vas derrière après. Tu sais où tu vas dans l'arc, à la fin de l'arc, bien sûr, mais tu sais pas. Et t'as des trucs que t'avais prévus au début, complètement bifurqués. Parce qu'à un moment, le directeur éditorial fait j'aime bien ce personnage, ce goïd, ça. Et là, tu dis merde, il va falloir qu'on mette un peu de turbo sur ce gars-là. C'était pas du tout prévu, hein. Mais et le chapitre d'après n'a plus aucun rapport avec ce que tu avais écrit 3 mois avant. Et ce que je veux dire par là, je dis pas c'est. Il y a des avantages, il y a beaucoup d'inconvénients. Donc je dis pas que c'est le modèle roi, pas du tout. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que le manga tel qu'il a été conçu au Japon ne peut pas être fait de la même manière en France parce qu'on n'a pas la même structure éditoriale, on n'a pas la même structure de marché, on n'a pas la même structure de lectorat et qu'effectivement à un moment il va falloir arrêter de, en tout cas en France avec les éditeurs français, de chercher à singer leur manière de faire parce que ça n'a aucun sens de près ou de loin et que quelque part la seule réponse à toutes ces questions c'est qu'il faut inventer notre propre manière de faire du manga sans doute, ce qu'on essaie déjà de faire plus ou moins. Mais du coup en fonction de ce que vous venez de dire, que les Japonais pensent en chapitres et que le manga est un recueil, si c'est un chapitre de 40 pages,
ça se ressemble beaucoup à un format franco-belge de 48 pages. Non, parce que ce qu'on disait avant, c'est le niveau de lecture et d'écriture. La densité est très différente. Page de franco-belge. Oui, mais pas forcément en format 24-32. C'est pas une question de 24-32, c'est ce que tu disais, hein, la densité d'écriture, de lecture. Je peux donner un exemple, mais il y a une discussion en manga, elle peut prendre 30 pages. Hein. Une discussion, un dialogue. En BD, ça tiendra sur peut-être 6 pages, je dis 30 pages, mais ça n'a... C'est pas le nombre de cases, c'est vraiment l'idée de se dire en manga, si je veux la personne couvre la porte, c'est 2 pages, c'est une double page. Mais il y a ça aussi d'ailleurs, il fait dans le chapitre, il fait non là il manque un truc dans ton chapitre, t'as pas mis de double page. Mais il n'y a pas la place, on n'a pas la place, c'est 29 pages, on peut pas aller plus loin. Il va falloir bouger des trucs. Juste parce que il faut que le lecteur qui ouvre le magazine il tombe sur la double et qu'il l'intrigue pour qu'il lise cette série. Non mais on en est là. Hein. C'est la narration. Ouais, la narration est archi différente. N'a rien à voir. 40 pages de manga, non. Tu fais un 46 pages, tu fais un franco-belge. 46 pages de manga, t'as fait les 12 premières pages en termes de valeur de ce que tu racontes, de ce que tu essaies de véhiculer. Mais c'est comme la différence entre un film et une saison d'une série télé. T'as un film, ils font un film Alien, ils vont faire une série télé sur 8 épisodes, mais ils ne racontent rien, si elle n'était pas bien. C'est pas un bon exemple. Mais dans l'idée de dire, c'est qu'ils racontent moins de choses que dans un film Alien. Donc on parle depuis tout à l'heure de la possibilité de prendre son temps grâce au format manga et de raconter des histoires sur un temps long. Mais qu'est-ce que c'est en fait habituellement et le plus couramment le nombre de tomes qu'on va faire avec une série de manga en France? Parce que 3 ou 4 tomes de 200 pages, je trouve pas que ce soit tant que ça en réalité. Non, c'est pas beaucoup. je confirme, c'est très très peu. C'est très très peu, mais... je ne sais pas si, parce qu'on a quand même 2 personnes qui ont été éditeurs ici, donc peut-être que le chiffre que je vais sortir date un peu, mais globalement, à produire un manga en France, c'est 25 000 euros. À peu près, à quelque chose près. Et déjà, tu l'as payé. Hein. Et déjà, non, je parle sans les avances. Hein. Ah, je parle des avances. Non, 25 000, t'es très 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 bien payé. Tu parles des prix de... Attends, vas-y, comme... Tu parles de quoi quand tu parles des 25 000 euros, c'est pas les avances? 25 000 euros à produire dans sa globalité. Genre l'impression, etc. Pas l'impression, non. Je parle de com, je parle de le vendre, je parle de faire les couvertures, etc. Je parle pas du tome imprimé en lui-même. Le coût, ce serait 25 000 euros, à peu près. Ça, ça me paraît trop abstrait parce que tu parles du coup du marketing ou de quoi? Je parle de tout en globalité, de ce que ça coûterait hors impression et hors avaloir. Parce que moi, tous les coûts que je connais, c'est les coûts d'impression et les coûts des auteurs. Moi, je connais pas les autres coûts, personnellement. C'est pas 25 000 balles en impression et hors auteur, mais si tu mets 1000 balles de lettrage correction, et encore aujourd'hui, 1000 balles de lettrage correction, tu mets 20 000 balles d'avaloir, prenez pas à moi. Ça dépend des droits, mais 20 000 balles d'avaloir. Non, mais tu demandes à quelqu'un de faire un bouquin pendant 10 mois, n'est payé 20 000 balles. C'est vrai, ça fait plus ça. C'est très très dur d'obtenir 20 000 balles. T'es autour des 5 000, 7 000. Hein. Pardon. T'es autour des 5 000, 7 000. Hein. Non, mais 5 000, 7 000, signez jamais un manga français, vous êtes fou quoi. Bon, 15 000, c'est devenu le minimum. Oui, mais t'imagines 15 000 si t'y penses. Faut mieux que tu fasses ton manga en 4 mois. Je suis désolé, mais tu gagnes 15 000 bruts à partager éventuellement avec un co-auteur par an, tu vis pas avec 15 000 bruts par an. Oui, c'est pas possible. Il y a l'URSSAF et l'ERSEC. Oui, voilà, mais ça, on pourra en parler. 15 000 bruts. Donc, tu vis pas. Il y a un problème, c'est économiquement pas viable et il faut lutter contre la paupérisation des auteurs. C'est pas possible. Et 15 000, c'est vraiment le contrat. 15 000, t'es chez un gros éditeur déjà. T'es chez un gros éditeur. Oui, t'es chez un gros éditeur. Il va te faire les 5 000 balles. Bah, le fais pas en fait. C'est pas possible. Tu peux pas passer 6 mois. Non, mais c'est vrai dans les franco-belges aussi. Hein. Sauf que dans les franco-belges, si tu files 15 000 pour faire 200 pages en couleur sur un an, bah non, c'est encore. En fait, c'est encore pire en fait, pour être très honnête. Mais à 15 000 balles, bah, tu vas pas te payer des assistants parce que tu peux pas te les payer. Mais imaginons donc 15 000. T'as 1000 balles de lettrage, mais ça c'est le coût de l'éditeur, il te fait le 15 000 d'avaloir. En com, de toute façon, ils lui mettent pas les 5 000 balles, max. Non, je pense que tout compris hors impression, t'es déjà dans les 20-22 hors impression. Et dans impression, t'es à peu près, selon ce que t'imprimes, autour d'1 euro le bouquin. C'est à peu près selon le format de ton bouquin. Je crois que c'est 5 000 obligatoires pour le premier tirage. Bah, si tu fais 5 000 balles, bah, ça veut dire qu'au total, tu vas dans les 30K. 5 000 exemplaires ou 5 000 5 000 exemplaires. Ah. Tu vas être dans les 30K au total. Alors, 30 000, un livre, t'en demandes 4. C'est-à-dire que tu vas avoir un éditeur, tu fais bonjour, je voudrais 120 000 euros s'il vous plaît. Mais non. Étalé sur 4 ans, 3 ans. Ah, il calcule pas comme ça. Non, mais je grossis très volontairement.
le fait est que c'est déjà énorme pour un éditeur d'investir sur 3 ou 4 tomes. Donc ça veut dire que lui, il va te signer ça et il va te dire, bon, dans l'idée, tu le boucles par contre. C'est-à-dire que la condition, c'est ok, moi je suis ok pour te signer 3 à 4 tomes, mais par contre, je veux qu'il y ait une fin. Parce que si jamais ça marche pas, j'ai pas envie que le lectorat soit déçu, j'ai pas envie qu'il pense qu'on t'a coupé les ailes, etc. Bon. C'est pas beaucoup, mais tu peux arriver à t'en sortir avec un manga pour raconter à minima un premier arc là-dessus. Mais tous les gens, je vous le dis, si jamais vous voulez le faire, si un jour vous avez un dossier de manga, que vous voulez l'envoyer à un éditeur et que vous voulez dire ouais j'ai un truc en 20-25 tomes, vous ne serez pas évité. Voilà, je vous le dis cash, hein, c'est non. Tu sais, c'est marrant, mais ce que tu dis là, je pense que c'est paradoxalement le plus gros problème du manga français qu'on puisse comprendre comme ça. Ça s'appelle encore une fois la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'en fait, un manga, pourquoi ça vous plaît ? C'est parce que l'histoire va prendre son temps au début. Parce que l'histoire va... Je parle des mangas d'aventure, de fantasy. Il y a des mangas qui sont prévus tout de suite sur un petit nombre d'albums. Hein. Mais c'est ça qui plaît aux gens dans le manga. Une manière d'attachement, justement, où on sent que l'aventure commence, mais on ne sait pas où elle va. Et le paradoxe, c'est qu'en te demandant de prévoir éventuellement que ça se boucle en 4, tu vas auto-brider l'auteur pour qu'il pense d'une manière à ce que sa série, qui devait être une série de fantasy sur 50 albums, soit réduite à 4. Mais en fait, il va penser comme ça dès le début. Donc, il va aller plus vite, il va aller à l'essentiel, etc., etc. Ce qui fait que tu sors de ce qui fait justement l'intérêt de la narration du manga. Et après, ça n'a pas marché, donc tu vois, du coup, on va reboucler en 4 tomes. Bah ouais, mais en même temps, t'as pas pu développer pleinement. Et donc, il y a une sorte d'auto-hybridation et de l'éditeur et de l'auteur à la signature. Et là, vous allez me dire, oui, mais l'éditeur, ce que je dis, pourquoi il s'engagerait il va pas s'engager sur 12 tomes. Et c'est là où, par contre, et ça pourrait être fait en France, parce que c'est juste une question de réflexion. Au Japon, ils peuvent t'arrêter à tout moment. Demain, ils peuvent arrêter la publication à n'importe quel chapitre. Mais au moment où ils te signent, je leur ai dit, vous voulez un premier arc en 4 tomes on y va, on fait. Non. Tu signes à la page, tu continues tant que ça tourne et tu fais comme si on avait 150 de tomes. Tu fais comme si on avait 150. Ça veut pas dire qu'il y en aura 150. Tu signes pas 150 tomes. Tu signes un tome, tu signes tes chapitres et en gros, tant que ça marche, keep going. Et ils pensent pas autrement. C'est développe comme si on avait plein. Si ça s'arrête, ça s'arrête. Si ça s'arrête, ça s'arrête. Même s'il n'y a pas de fin, même si c'est planté. Mais le fait qu'il te laisse cette liberté de faire, t'enlève, tu vois, une sorte de barrière que tu as au début où on s'auto-oblige. Et je pense que c'est une vraie erreur parce que ça empêche certains titres d'être signés là-dessus. Mais d'un point de vue éditorial, dans notre contexte français, comment on fait pour enlever cette barrière en France ? On n'a pas de magazine de prépublication. Tu vas dans ton titre, tu vas, et si tu t'arrêtes au bout de 3 tomes, parce que c'est bien vendu, je te dis pas qu'il faut pas l'arrêter, c'est pas ce que j'ai dit. Il s'agit pas de l'arrêter, mais si tu crois à un titre vraiment, et si tu es prêt à mettre tout ce qu'il faut dans ce titre, pars pas en te disant, de toute façon, honnêtement, quand ils disent signe pour 3 tomes, 90% des cas, ils se disent, je sais que ça va s'arrêter en 3 tomes. Ouais. Pars pas en te disant ça, tu dis non, je vais mettre la max parce que je vais pas l'arrêter. Et s'il faut que ça en fasse 30, ça en fera 30. Pars dans l'esprit que ça va en faire 30. Je sais pas que ça va en faire 30. Ça marche pas au bout du 3e. Tu sais quoi ? Tu l'arrêtes. Finalement, tu vas me dire, oui, mais les lecteurs, ils seront pas contents, tu la plantes au mieux, il y a pas de fin. Attendez, si ça a pas marché, c'est qu'il y a 300 lecteurs. Donc, de toute façon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est con pour les 300 lecteurs et j'en suis désolé. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, tu vas brider ton bouquin et il y aura quand même que 300 lecteurs. Ils ont une fin, mais t'auras planté l'auteur, t'auras planté la série, parce qu'il aura auto-bridé son esprit, sa réflexion dès le départ. Donc vas-y, si tu veux, j'interviens juste pour dire, du coup, les Japonais, ils arrêtent du jour au lendemain, ils laissent quand même un petit peu de temps pour... moi, à tout moment, je sais, par contre, chaque mois, mais c'est vrai que c'est un coup de pression, chaque mois, tu bosses avec une épée de Damoclès qui tu peux à tout moment recevoir le coup de fil de l'éditeur qui va dire, dans 2 chapitres, t'arrêtes. Mais en même temps, si tu penses comme ça, tu vas tout de suite à la fin de ton histoire et t'as tout foutu en l'air. Donc, tu continues, comme si ça continuait. Mais t'es obligé de te battre chaque mois pour trouver des cliffhangers que tu connais pas la suite à la con, pour relancer l'intérêt du lectorat, voire juste de l'éditeur, le directeur éditorial qui dit tiens, parce que t'en es là. Et en espérant que il n'y a pas un moment où il va se dire stop. Mais oui, dans 2 mois, il peut dire stop. Et ça sera stop et la série n'aura même aucune fin de près ou de loin. Mais elle aurait eu une chance de réussir. Que là, je pense que tu pars des débuts parfois avec 0 chance quoi qu'il arrive. Moi du coup c'est assez intéressant parce que j'ai eu les 2 expériences. C'est-à-dire j'ai travaillé pendant un an et demi avec un éditeur japonais parce que durant la fin de mes études j'ai gagné plusieurs prix dans un concours du Young Jump, donc de la Shueisha, et donc souvent ça t'ouvre les portes t'as été récompensé,
derrière, on veut peut-être faire quelque chose avec toi, une série ou autre. Et c'était la première chose qu'on m'a dit, c'était tu vas vivre chapitre par chapitre. Donc on te parle pas de tome, on te parle pas de fin d'histoire tout de suite. Une idée globale quelque part, qui est dans le cloud. T'as une idée de fin quelque part, mais que par contre t'enchaînes quoi. T'enchaînes chapitre, et chose hyper importante, comme le feuilleton, comme les feux de l'amour à une époque, c'est-à-dire chaque fin de chapitre, t'as le cliffhanger qui te tient en haleine et qui te dit putain faut que j'attende une semaine là, ou genre un mois selon le magazine de prépublication. Donc moi du coup ce qui s'est passé c'est que quand j'ai eu cette réflexion là, c'était pour un projet qui se passait en plus à Paris, qui utilisait les catacombes et tout, c'était un truc très horrifique, et mon éditeur était à fond dans le projet quoi. Très bien, super, sauf que petit à petit c'était pas tellement sa place d'éditeur, c'était pas celle que j'attendais, c'est-à-dire que moi j'avais une idée très précise du scénario, je savais comment ça se développait, et donc je réfléchissais bien sûr en chapitres, voilà. Sauf que petit à petit, il y a eu des failles dans lesquelles le Tanto s'est greffé. Donc, très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Mais qui ont fait que le projet a perdu quelque part de sa nature. Tu vois, il s'est codifié, tout simplement, au magazine de prépublication, à son rythme, à ce que aussi les lecteurs de ce magazine-là, donc les 16-17 ans, voulaient aussi lire. Et en réalité, moi, à la base, je l'avais, avec le recul, plus du tout, mais à la base, je l'avais un peu mal pris parce qu'il m'avait récompensé parce que c'était différent ce que j'avais fait dans mon concours. J'avais atteint la deuxième place ou je sais plus, troisième, bref, mais j'avais eu meilleure première parution, etc. Et les grands termes, c'était par rapport aux autres, on n'a pas vu ça, t'as fait de la science-fiction aussi, t'as joué avec les traumas des gens, enfin bref, il y avait tout un truc comme ça de on n'en parle pas de moi assez souvent, c'est nouveau, c'est neuf, très bien, on t'a récompensé pour ça. Et là maintenant ils veulent me faire un projet où ils veulent enlever ça, tu vois, quelque part. Donc moi je me dis bon est-ce que ce projet là je le fais vraiment en ayant conscience de tout ça et en sacrifiant un peu aussi cette nature là, mais en me disant allez, je vais vivre l'expérience avec le Tanto, je vais y aller à fond. Mais en même temps, il y a quelqu'un qui était malin. Donc, je sais pas s'il écoutera le podcast, mais il y a Timothée, du coup, mon éditeur chez Kana, qui sent mon agacement. Quelque part, il me dit, je sens que ça te va pas, cette manière de travailler là. Moi, nous, on peut te proposer une autre manière de travailler. Et donc, en effet, c'est réfléchi sur 1 tome, 2 tomes, 3 tomes. Moi, en réalité, j'ai pas envie de faire de séries longues, du moins, de séries courtes, réduites, où on sait où ça va, très bien. Parce qu'à la base, je viens d'études de cinéma, et donc pour moi, le film, c'est l'unité unique. Il y a un début, un milieu, une fin. Je sais exactement où est-ce que je dois tendre le spectateur. Je sais exactement comment le surprendre et tout. Bref, il y a une part de contrôle. Ce que je n'avais pas, du coup, avec la prépublication japonaise, puisque le Tanto allait venir parfois, par-ci, par-là, élever certains sujets thématiques. Et alors que en signant chez Kana comme un autre éditeur français, là c'est Kana qui était là, avec Maxime Truc, mon scénariste, c'est quand même l'idée que on arrive, le scénario est écrit comme un film, il n'y a pas d'idée de 2 tomes, 3 tomes, etc. C'est écrit comme un film. Et nous, on dit, soit c'est 700 pages, soit on le coupe. Et donc, il n'y a pas eu d'idée de seinen ou autre, que dalle. Ça revient à tout ce qu'on a dit, en fait. Et comme ce que j'avais proposé au Japon, en réalité, c'est que quelque part, on te met dans un espèce de cône. Et on te dit, nous, on va le vendre comme ci, comme ça et tout. Et le plus important, je pense quand même, l'idée à la base même de la création, c'est d'éviter tout ça. Genre tout ce brouhaha de classification, de mettre dans des compartiments la création ou autre. Nous, notre métier, à la base quand même, c'est de vendre un peu l'inattendu. La personne qui rentre en librairie, elle va pas se dire, elle vient pas forcément avec l'idée directe de je vais acheter ça et je ressors avec ça. L'idée, c'est d'arriver en librairie, de se dire ok, ça a l'air cool ce truc là, qu'est-ce que c'est? Je regarde la couverture, j'ouvre, bref, c'est ça notre métier, c'est de vendre des choses que la personne pensait pas acheter à la base. Et donc il faut être bon, il faut avoir de bonnes histoires, et encore une fois, je rejoins ce que disait Guillaume ou même Cab, genre moi, autant le parti japonais que le parti occidental, il y a ses bons et ses inconvénients, mais il faut arrêter d'idéaliser en fait ce métier-là. Il faut arrêter de croire que c'est un rêve de l'atteindre, ce truc-là. C'est quelque chose de très factuel, de très codifié même quelque part. Mais nous, notre boulot, si on peut s'arrêter à juste la création
en elle-même, à faire attention à ce qu'on écrit, à ce qu'on dessine, à se faire plaisir aussi. Hein. Il y a quand même une grande part de plaisir où il faut d'abord se satisfaire, parce que quand on part sur... Bon, vous, ça fait plusieurs années là, mais moi, ça fait juste 2 ans que je travaille sur ma série. Quand on a plusieurs années derrière sur une même série, il faut vouloir la tenir, cette série-là, quoi. Donc, il faut... bref, donc voilà, je trouvais intéressant tout ce qu'on disait sur ces écarts-là entre Japon et Occident, parce qu'il faut juste en avoir conscience et faire un choix, quoi. J'avais juste une petite remarque pour compléter ce que vous disiez par rapport au manga au Japon. Le rythme et la façon de faire du chapitre par chapitre, on sait pas trop où on va, on a quelques idées. Ça fait souvent, j'ai l'impression que les conclusions sont maladroites, bâclées, le dernier arc... Nul. Oui, voilà. Donc ça relève aussi de la question de la création, de l'art, ce que c'est. Bien sûr, je dis ça sur le Japon, mais je disais tout ça, ce que tu disais, pour dire que c'est une manière différente de créer. Et faire le manga à la japonaise, c'est une manière différente de ce que nous, on a l'habitude de penser. Ça veut pas dire que c'est mieux. Ouais. Ça veut pas dire que c'est mieux. Évidemment, dans le cas où tu veux vraiment faire un film, un truc en 2 tomes construit, etc., tu pourras pas faire l'équivalent au Japon, parce que le rythme au chapitre, la façon de penser et le tanto te laisseront pas faire ça. On peut expliquer le tanto ? Le tanto. L'éditeur japonais. C'est le nom de l'éditeur, c'est pas pareil. C'est pas vraiment un éditeur. C'est presque un co-scénariste, hein, pardon. Okay. Mais vraiment. Après, en tout cas, moi j'ai la chance, mais souvent ils sont quand même balèzes. Et donc t'es moins dérangé quand quelqu'un te fait des remarques s'il est fort dans ce qu'il te raconte. Donc tu dis oui, merci monsieur. Mais non, mais c'est vrai. Il est gratuit. Il est gratuit. Comme rapidement, il va t'accompagner. Le tanto, il va t'accompagner dans la création de ton œuvre. Il va te donner des conseils. Il va quand même te checker entre nourrices. En fait, c'est un directeur artistique. Ouais. Si on doit schématiser, c'est vraiment un directeur artistique. Si t'as envie de partir là, attends, reviens là quand même, parce que c'est ça qu'on raconte à la base. Tu n'as pas l'équivalent en France. Déjà, 1, parce qu'il n'y a pas d'éditeur qui voudrait faire ça, et de 2, parce qu'il n'y a aucun auteur qui laisserait faire ça non plus. Ouais. C'est-à-dire que bosser au Japon, c'est bien, mais encore une fois, il ne faut pas l'idéaliser. Hein. C'est un rythme de folie, c'est un éditeur qui est beaucoup plus prenant, c'est pas un autre métier, mais c'est une autre façon de faire du manga. Donc, je pense que pour le coup, au niveau des contrats, de certaines choses avec les auteurs, de la liberté de faire certains types d'œuvres, on est mieux ici. Il faudrait juste que la thune suive. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est juste ça. Mais pour si à la thune, vaut mieux quand même le faire en France. Mais oui, c'est juste différent. C'est pas mieux ou moins bien. Et il y a des gens pour qui peut-être que le système japonais correspondra mieux ou inversement. Comme il y a des gens qui veulent plutôt faire de la BD que du manga. Mais ce qu'il faudrait surtout ne pas faire, je pense, effectivement, essayer absolument de copier le système japonais ici, ça n'aurait aucun sens. Et ça n'a pas aucun sens parce que les auteurs sont moins bons, ça n'a aucun sens parce que c'est pas le même système éditorial et la structure économique de ce genre de bouquin n'a aucun rapport. C'est pour ça que oui, il vaut mieux faire autre chose avec nos méthodes. Ma question, c'est par rapport au manga. On voit ou on entend souvent qu'il y a une certaine influence des lecteurs sur parfois les déroulements de l'histoire ou si une série prend une certaine direction. Est-ce que cette influence est d'abord, est-ce qu'elle est si vraie que ça ou si importante? Elle influence vraiment le travail de l'auteur de manière à parfois aller à l'encontre de ce qu'il voulait ou changer de direction complètement. Je pense que ça dépend vraiment où je bosse. Ce qu'on dit là-bas les japonais, c'est que si t'es chez Shueisha ou Shonen Jump, ouais. Mais souvent, ça va plutôt être les éditeurs qui vont auto-penser ce que, selon eux, doivent penser les lecteurs, ce qu'ils imaginent, ce qu'ils pensent. Ensuite, à l'époque, il y avait beaucoup les sondages. Aujourd'hui, tout est fait quasiment en numérique. Donc, en même temps, ils ont des réactions plus vite. Et c'est plutôt en analysant les réactions et ce qui se dit sur les réseaux que les éditeurs vont penser que si les lecteurs pensent ça, il vaut mieux ça. Après, c'est même les gros auteurs, il y en a qui font pas du tout ce qu'ils veulent. Moi, j'ai entendu des choses, mais j'en sais rien. Ils m'ont dit, ouais, le mec de Bleach, il a pas vraiment écrit Bleach, en fait. Faut être très conscient de ça, quoi. Ce qu'on dit des Japonais, c'est vrai ou pas? Je sais pas si le mec qui a fait Bleach. Mais par contre, je pense que c'est par contre moins vrai dans le cadre des magazines comme l'Afternoon, le Morning chez Kodansha, ou les gros magazines CNN. Les auteurs, et c'est pour ça que beaucoup y vont, sont beaucoup moins impactés par les lecteurs. On va être impacté par d'autres choses, mais moi, personne, ils sont jamais venus me dire en disant non, mais les lecteurs, ça, ceci, cela, parce que tu as des magazines où d'ailleurs les Japonais veulent prendre des risques et veulent faire des expériences. Ils te laissent pour le coup. Alors après, ils vont t'embêter sur d'autres choses, de l'écriture, de la narration, mais pas sur on pense que les lecteurs veulent ça, donc il faut faire ça. Mais ça dépend vraiment, j'imagine, d'où tu es. Mais en tout cas, en France, par contre, ça je l'ai jamais rencontré chez les éditeurs.
ce côté-là. Bah si, mais à plus grande échelle, du coup, parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le lectorat shonen. Ah. Il va se dire, bon bah vas-y, c'est ça qui marche le plus. Oui, donc on signe pas autre chose. Alors une fois que j'ai signé, j'ai vraiment rencontré une fois. Mais c'est vrai qu'il y a eu pendant des années, dans les années 2010, les éditeurs me disaient non, mais si tu veux une loi, fais du shonen ou il faut que tu aies un thème fort à vendre, tu vois, une licence, un truc. Et quand j'avais présenté du bouquin seinen que j'ai fait au Japon, ils étaient mais non, mais c'est du seinen, ça marchera jamais en France. Mais au Japon, ils n'avaient pas ce problème avec ça parce c'est vrai qu'ils ont leur public, ils ont leur magazine, et ils savent qu'ils ont une tranche du public qui lit spécifiquement ce genre de choses. C'était dans un magazine de seinen. Bah oui. Et en fait, l'idée, eux, c'était qu'il y avait un type de seinen, ce qu'on fait, c'est de l'art science, et ça se faisait plus du tout au Japon. Parce que les jeunes auteurs veulent plus faire ça. Alors sans doute parce qu'il y a personne pour les lire, soit. Mais en tout cas, ça se faisait plus. Et si tu veux, il y avait une case dans le magazine qu'ils n'avaient pas. Et c'est là où ils ont se dit, on veut cette case. Et c'est pour ça, vraiment, si tu veux entrer dans ce magazine, il faut faire une case. Faut que tu apportes un truc qu'eux ne font pas. Mais je pense que c'est aussi vrai en France. Alors, pas en pensant magazine, mais tu vois, Timothée, il a aussi été vous chercher, vous proposiez un truc, et vous deux d'ailleurs, qu'il n'y avait pas dans le manga de créa, en tout cas en France. Et d'ailleurs, même dans le manga japonais, il n'y a plus vraiment ça de toute façon. Donc, dedans, il n'y avait plus ça dans le manga. Aujourd'hui, ça n'a aucun sens d'aller faire du Naruto-like, My Hero Academia-like. Enfin, je pense que ça n'a vraiment plus aucun sens. Ou tu dois être le meilleur créateur de shonen neketsu de la planète pour être au-dessus de ce que font les autres, quoi. Moi, ma question, elle était plutôt du coup axée scénario. Je sais qu'à l'académie, on apprend plutôt une méthode basée sur le franco-belge. Et on nous enseigne beaucoup quel est ton propos, quel est le message que tu veux passer dans ton histoire. Ça a une place vraiment importante, le message. Mais dans ce genre de production où on est très influencé et tout, quelle est la place de... Est-ce qu'on a vraiment un message à faire passer ou c'est vraiment le plaisir, le kiff de je veux montrer ça, je veux faire telle scène qui prend le pas? Comment est-ce que vous pensez un peu? Alors, je vais être un peu direct, un peu trop direct. Faut être très prétentieux pour penser qu'on a un message qui de toute façon va être atteint. Je pense qu'on parle plus de propos que de message. En fait, je pense que si on a un propos fort et qu'on a envie de raconter quelque chose et que ce propos sert la manière de raconter l'histoire ou l'inverse, si la manière de raconter l'histoire sert à parler du propos, je pense que c'est ça le plus important. Et effectivement, ton scénario, c'est bien qu'il soit articulé autour de ça parce que c'est ce qui va constituer le cœur de ce que tu es en train de faire. De là à dire qu'il y a un message, je sais pas, parce que je pense que très souvent tu te dis ok, j'ai envie que ce message-là il soit atteint entre ce que tu as envie de faire, ce que tu fais, comment c'est lu, comment c'est reçu. Il y a tellement de possibilités pour que ce soit pas exactement ça qu'il y a de fortes chances que tu te plantes. Alors un propos en lui-même, je pense que c'est plus large et que c'est plus facile peut-être à atteindre. Mais je comprends tout à fait ta question parce que pendant des années, j'avais donné des cours à Razia, mais à Delcourt, chez Delcourt aussi, et après dans des écoles. Tu vois que t'étais chez Delcourt? Ouais, j'ai donné à Delcourt il y a des années. Mais t'étais pas né. Et ce que tu dis est très juste parce que même moi qui pensais faire du manga à l'époque, je me basais notamment sur les écrits de Robert McKee, Story, etc., sur la méthode très cinéma, justement. Exactement, et ce qu'on fait en BD. Et c'est vrai, et j'étais le premier à donner des cours calés dans le sens. C'est qu'on t'apprend que tu pars de l'idée directrice, tu pars du message pour construire ton protagoniste, qui suit ça, les arcs et tout. On t'apprend ce type de structure qui reste en BD franco-belge et dans ce qu'on fait en France et en cinéma, etc., la bonne structure. Et je te dirais même, apprends cette structure pour le cinéma, c'est la même qui servira dans la BD, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que quand tu arrives là-bas au Japon avec cette méthode que tu as toujours utilisée, que tu as même enseignée, et ils en ont mais rien à secouer d'une violence. Je leur dis le message, mais on s'en fout. Je me suis même pas engueulé, mais on a bien discuté ce matin avec l'éditeur sur une scène où il me dit non mais il vaudrait mieux que ça se passe comme ça. Je fais mais non mais c'est pas cohérent, c'est pas le message est pas là, mais c'est pas cohérent d'un point de vue structurel, ce que tu dis là, ça marche pas en fait. Pas faire ça marche pas. Ils me font ouais mais en fait la structure on s'en fout, c'est l'émotion qui compte, juste gros plan sur le visage, basta. On s'en fout de la structure, on s'en fout de la... Mais vraiment, dit texto. Alors après on a fait un compromis quand même. Parce que j'ai du mal à laisser filer la structure, mais le message, c'est bien si t'en as un, s'en fout si t'en as pas. D'ailleurs, tu pourrais regarder, c'est Hikaru no Go, Aishin 21, c'est génial, mais c'est quoi le... Il y a des messages, mais à part dans shonen, l'amitié, etc. Tu vois, il y a des mangas où ils vont
où je pense qu'il n'y a même pas de message, mais c'est pas grave. Ce qui va compter, ils sont vraiment là-dessus. Et on pense que c'est un cliché, mais c'est pas un cliché. C'est vraiment l'émotion. Dans une scène structurante, on va dire non, tu vires tout ce que tu as mis, tu fais un gros plan sur les yeux. Et là, on va se prendre la tête pendant des heures parce que maintenant, la façon dont sont dessinées les pupilles, c'est plus comme on les dessinait il y a 10 ans. Et donc, c'est ça qui compte. Et le reste, mais on s'en fout. On aurait pu juste mettre une bulle avec 3 petits points. Et c'est vrai, c'est difficile, je pense, avec la façon où nous, Européens, Français, dont on structure nos histoires de cette manière qu'on vous l'enseigne ici, mais qui, je pense, reste la bonne manière d'être enseigné à la base. Parce que c'est celle qui va plutôt servir ici. Mais c'était une bonne question. Ce sera la dernière interaction. C'était plus une question de curiosité par rapport au monde de l'édition au Japon. Parce que moi je m'y connais pas du tout. Est-ce que vous diriez que Bakuman c'est assez fidèle à la réalité ou que c'est très très fantaisiste, très imagé Il y a un autre manga qui s'appelle il y a un autre manga qui s'appelle Réimp qui est chez Glénat. Je pense que celui-là il est un peu plus vrai. Okay. Mais vas-y. C'est très fantasmé quand même, mais une part de vrai. Enfin, après, j'ai pas les 20 tomes de Bakuman dans la tête là. Je les ai lus quand j'étais au lycée. Mais il y a un ressenti, il y a une espèce de mood quand même similaire qui s'en dégage. Et on revient encore à cette histoire de Tanto où. Moi j'ai eu le sentiment que c'était ma maman en fait. Le Tanto, c'est très bizarre dit comme ça, mais en fait c'est vraiment quelqu'un où. Il m'a un peu pris sous son aile quand j'avais 22 ans. Tu l'appelais quand t'étais triste. Exactement, on échangeait énormément, mais non, mais il y avait quand même ce truc de il sent que je suis jeune, il sent que par contre j'ai du bagou et j'ai énormément de bagages techniques et culturels, mais justement à un moment donné il y a eu quand même cette idée de vouloir me mettre sur la voie japonaise. Donc de m'enseigner énormément de choses de leur milieu édito, de la ligne éditoriale. Encore une fois, on revient sur ce mot, mais la ligne éditoriale, c'est la colonne vertébrale de leur magazine, même de la manière dont ils voient tout ça. Mais moi, c'est ce qui m'a un peu fait peur aussi, parce que j'ai eu le sentiment de me rentrer dans un moule. Mais aussi très jeune, parce que en fait, je me considérais vraiment pas au niveau, encore pas bon. Je gagnais un prix dans un concours qui me tombe comme ça sur la tête. J'ai même pas fini mes études. Je sais pas quoi faire. Et là, je vois de suite quelqu'un qui prend énormément de place, en fait. Et c'est ce que je ressens, moi, dans Bakuman, c'est qu'en fait, il y a on voit le quotidien de ces auteurs-là, mais en fait, c'est des auteurs, mais leur quotidien, il est complètement derrière. Enfin, le tome 6, je crois, il finit à l'hosto, il continue ses planches à l'hosto, mais dans quelle société on vit, en fait? C'est pas possible, c'est pas normal, sachant qu'il a son oncle qui s'est suicidé aussi avant. Enfin, et il reproduit le même schéma que son oncle, c'est-à-dire de tomber amoureux de la fille, de la mère dont l'oncle était amoureux. Enfin, en termes de trauma, de schéma dramatique et de psychanalyse, il y a des choses à faire. Donc, c'est un manga, quand même, qui fantasme et qui est, je trouve quand même, qui fait croire qu'il y a des valeurs, il y a un combat à mener, mais qui, moi, je trouve, est extrêmement toxique. Mais pas dans le mauvais sens du terme, parce qu'il avertit aussi d'une certaine manière. Mais c'est là où ils sont forts, le duo, quoi. C'est qu'ils arrivent à créer par moments une romance, par moments des convictions, des combats, le quotidien, etc., etc. Et ce que j'aime bien dans Bakuman, c'est qu'il montre qu'il n'y a pas beaucoup de temps fort dans ce métier-là. Dans un cinéma, enfin, dans un film, souvent, on va voir tous les momentum, en fait, d'une situation et d'un quotidien d'une personne. Sauf le nombre de fois où on s'ennuie dans son lit, on regarde un truc, on sait même pas pourquoi on le regarde. Tous les moments un peu down, ils y sont pas dans un film. Dans Bakuman, je trouve qu'il montre quand même ça, quelque part. Tout le travail à aller chercher, à mener. Et moi, ça ressemblait à ça pendant 1 an et demi. Jusqu'à des fois, même pas comprendre ce que me disait le Tanto ou ce qu'il essayait de chercher à me faire faire. Parce que tu parlais pas japonais. Et parce que je parlais pas japonais, en fait, j'avais un traducteur avec moi. Donc, je le comprenais. J'ai quand même appris le japonais, je le comprenais. Et il y a des choses que j'ai entendues qui m'ont vraiment déplu. Parce qu'en plus de ça, ça s'attaquait à ma personne, c'est-à-dire à ma manière de parler, à mon bagou un peu, mais parce qu'on en arrive aussi à une situation où moi je voulais pas faire les efforts non plus, donc c'était un peu un divorce, ça s'est bien terminé. Mais c'était quand même un divorce à l'amiable, mais encore une fois c'est une question de choix, de si on se sent bien ou non, si ça va dans le sens de notre volonté de créer de cette manière-là, et c'est ce qu'on doit, je pense, penser en premier lieu, c'est est-ce que c'est en accord avec notre manière de créer, est-ce que ça nous respecte nous en tant qu'auteurs, artistes, bref.
C'est ce qu'oublie un peu Bakuman des fois. Il fait passer le truc pour un espèce de manga de sport alors qu'ils font des planches. Enfin, c'est trop bizarre. Mais bref. Peut-être que vous pouvez lire Tokyo ces jours-ci si vous voulez une autre image. Et c'est que 3 tomes, pourtant c'est un manga en 3 tomes. C'est super bien. Incroyable. C'est vrai. C'est chez Kana. Timothée, si t'écoutes. Timothée. Eh bien, merci, on peut les applaudir. J'ai dépassé de 20 minutes. Enfin, en tout cas, on aurait pu. Hein? Ouais. Mais non, mais ça veut dire qu'il y avait tellement de choses à dire qu'on aurait pu encore faire encore plus de temps. On va faire l'apéro, là. Oui, c'était l'apéro qui a marqué 20h30. Avec le micro. Avec le micro. On peut remercier Nicolas qui nous a dit hey, on fait un Cozy Lab sur le manga. Et du coup, voilà, on a invité ces belles personnes qui sont ici. Merci beaucoup. Merci. À l'Académie BD Delcourt. Il y aura d'autres Cozy Lab encore sur le manga le 8 juillet sur la thématique du manga numérique. Pourquoi ça marche pas cette fois-ci avec avec beaucoup plus direct aussi. Voilà, avec toutes les plateformes de numérique de manga qui en France en plus, qui seront là pour discuter pour pourquoi ça marche pas. Et ensuite il y aura une discussion sur le manga. Le manga en général, est-ce que ça vend toujours ou pas? Voilà, donc toujours des... Ça vend toujours Vraiment. Vraiment. J'avais mis le vraiment, ils l'ont enlevé. Ils l'ont mis ou pas. Voilà. Ça sera le 8 juillet au forum Entreprendre dans la culture qui va se dérouler à l'école d'architecture et ce sera le matin. Et après, je pense que vous pouvez tous les retrouver à Japan Expo. Oui. Oui. Ah, oui. Oui. Guillaume, toi aussi. Hein. Oui. Pas moi. Pas comme. Parce que je travaille plus sur les mangas dont j'ai parlé. Mais il y aura Delcourt et vous pourrez retrouver des auteurs et des autrices. Donc il y aura des conférences, il y aura pas mal de conférences et moi j'animerai 6 conférences aussi à Japan Expo. Donc vous me verrez sûrement. Merci à vous. Vous pouvez donc réécouter en podcast sur toutes les plateformes et des extraits et tout. Comme ça vous pouvez reprendre des notes ou prendre les notes de madame. Merci encore et à très vite. Salut. Merci. Merci. Le Cozy Lab, c'est des discussions à écouter partout dans toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Rejoignez-nous aussi sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous.